Selon la manière dont tu vas orienter ton esprit, tu vas avoir tel ou tel résultat. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de bassiner les gens avec le mindset. J'ai jamais gagné plus de 2000 euros par mois et même mes ancêtres, ils ont jamais gagné plus que ça, donc j'y arriverai jamais. C'est d'avoir la croyance que tu es capable de le faire. Le jour où tu fais sauter cette chape de plomb, le champ des possibles, il se décuple. Et là, je rappelle à tout le monde, un adage, le plus grand risque, c'est de ne jamais prendre aucun risque. Si j'avais pas pris de risque à cette époque-là, je serais peut-être salarié aujourd'hui, cadre malheureux, avec 4000 euros net de salaire, à fanfaronner avec un SUV acheté à crédit pour essayer de faire croire à la société que j'ai bien réussi dans la vie. Que la société pour laquelle je bosse, elle aille bien, elle aille mal, ou elle est dans une situation qui est entre les deux, moi j'ai toujours le même salaire. La contrepartie de ça, c'est quoi? T'étonnes pas d'avoir que des miettes. L'entrepreneur, lui, il prend des risques. Il peut se donner à fond 70 heures par semaine, il se peut qu'à la fin du mois, pire, parfois même à la fin de l'année, il lui reste rien. Et ça m'est déjà arrivé, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai eu des années blanches, j'ai même eu des années où tu fais tes comptes, tu fais tes bilans de fin d'année, en fait, t'as moins. C'est ça le compte de l'entrepreneuriat. Tu prends des risques, et grâce à ça, à la fin, t'es rétribué 10, 20 ou 100 fois plus que celui qui a pris aucun risque. Assalamu alaikum, Slimane, comment vas-tu? Wa alaikum salam, très bien, et toi? Je vais très bien. Je te remercie de nous accueillir pour cette nouvelle édition de ton podcast. Alors aujourd'hui le thème c'est adopter la bonne mentalité pour réussir. Donc j'aurais quelques questions à te poser. La première, c'est pourquoi certains réussissent et d'autres stagnent alors qu'ils ont le même potentiel en apparence? Le mot-clé, mindset. Je répète, mindset. Alors, c'est vrai, je peux comprendre qu'il y ait plein de personnes qui sont en train de nous écouter qui se disent ce mot-là, je l'ai entendu à toutes les sauces depuis des années. Et c'est la vérité. T'entends parler que de ça sur les réseaux sociaux, même à la télé, dans les livres, mindset. Je pense que le plus important, c'est déjà de commencer par définir ce que ça signifie. C'est un mot anglais déjà, et tout le monde n'est pas forcément anglophone. Mindset, dans mindset, il y a mind, c'est ton esprit. D'accord? Set, il y a beaucoup qui traduisent par état d'esprit, mais c'est trop vague. Les gens comprennent pas quand on leur dit mindset, oui, c'est l'état d'esprit. Mais en creusant un peu, on se rend compte que on parle plutôt d'orientation de l'esprit. En d'autres termes, comment tu vas orienter ton esprit pour construire et avancer dans ta vie. Selon la manière dont tu vas orienter ton esprit, tu vas avoir tel ou tel résultat. D'accord? Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de bassiner les gens avec le mindset, parce que on essaie de leur dire à travers ça que selon la manière dont tu vas orienter ton esprit, et on a tous un esprit, tu vas avoir soit des bons, soit des mauvais résultats, ou soit des résultats qui sont entre les deux. Et pour moi, le bon mindset, pour résumer, on aura l'occasion d'approfondir, je pense, avec tes questions suivantes, c'est d'avoir les bonnes croyances pour réussir, d'accord? Et aussi d'avoir une vision, court, moyen, long terme. Et le problème, c'est qu'on se rend compte que la plupart des gens n'ont aucune vision, en réalité. Pour toi, quel est le véritable impact du mindset sur le succès? L'impact, il est le suivant. Rappelez-vous, avant que je détaille, que le succès, c'est un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme quand tu vois une belle maison qui est bien construite, bien montée, avec plusieurs étages. En vérité, la réussite de cette maison, elle prend racine dans les fondations. Ça, tout le monde le sait. D'accord? Si t'as pas des fondations saines, la maison, elle finit par s'effondrer. Si t'as des fondations saines, t'as de bonnes chances que malgré les intempéries, les tempêtes, etc., ta maison, elle tienne le coup. C'est exactement pareil pour ton succès. Il faut l'enraciner dans des fondations solides. Et les fondations, elles viennent de l'intérieur. Et là, on revient au mindset. Et pour moi, avoir le bon mindset pour ensuite réussir dans la vie, et encore faut-il définir ce que ça veut dire réussir. En gros, réaliser tes rêves, être la personne que tu as envie d'être, agir au quotidien en accord avec tes valeurs, te sentir bien, avoir le sentiment d'accomplissement. Avoir le bon mindset, c'est avoir les bonnes croyances. Pourquoi? Parce que selon que, au départ, tu es la croyance que t'es incapable, tu vas jamais y arriver, ou selon que t'es la croyance, par exemple, que t'es capable de réaliser des grandes choses et que tu vas y arriver, les résultats derrière qui en découlent, ils changent du tout au tout. On peut donner juste un exemple qui s'appelle l'effet Bannister. Bannister, du nom d'un athlète de haut niveau, qui avait à l'époque pulvérisé un record du monde, et il était passé sous une barre sous laquelle personne n'était passé jusqu'ici. Et les scientifiques à l'époque, ils pensaient que c'était inhumain, d'accord, de faire le record que lui avait pour objectif de battre. Et le jour où il a battu ce record, quelques jours plus tard, à peine quelques semaines plus tard,
il y a des dizaines d'athlètes qui se sont mis à faire aussi bien que lui et à même le dépasser. Donc ça montre bien que le succès, il part des croyances. Et que le point de départ de ton succès, c'est d'avoir la croyance que tu es capable de le faire. Le jour où tu fais sauter cette chape de plomb, le champ des possibles, il se décuple. Et pour toi, est-ce que l'état d'esprit prime vraiment sur les compétences et les stratégies? C'est pas une histoire de primer ou pas. Je pense que c'est plutôt une histoire de complémentarité. Et ça reprend en vérité ce que j'étais en train de détailler juste avant, c'est que le point de départ du succès, c'est l'état d'esprit. Tu dois partir, par exemple, de la croyance que tu es assez intelligent et assez bien loti intellectuellement pour réussir. Tu dois partir de la croyance que tu es capable de le faire. Même si t'as pas forcément un bac+10, même si t'es pas forcément né à Neuilly-sur-Seine, etc., etc. Et ensuite, une fois que tu as cette croyance-là, ça y est, tu as passé la première, ensuite il y a la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième vitesse. Et ça n'empêche pas derrière que tu dois avoir les bonnes stratégies, les bonnes compétences et la bonne connaissance. Et quand tu regardes à la Wake Up Academy, c'est exactement le process, le chemin qu'on suit. Pour aider quelqu'un à monter un business, par exemple, on va d'abord l'aider à fonder les bonnes croyances dans son esprit. Et la plupart des gens à notre époque qui arrivent à nous, même s'ils sont talentueux, pétris de talent, ils ont plein de bonnes idées, ils ont aucune confiance en eux-mêmes. Le système, il s'est arrangé depuis la maternelle pour leur détruire leurs croyances. Ils arrivent avec un manque d'estime, un manque de confiance, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, je suis une femme, donc dans cette société, c'est dur pour une femme de réussir. Bref, je suis né dans un quartier difficile, donc j'y arriverai jamais. J'ai jamais gagné plus de 2000 € par mois, et notamment, et même mes ancêtres, ils ont jamais gagné plus que ça, donc j'y arriverai jamais. Donc on s'arrange pour les aider à construire des bonnes croyances. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est se reprendre. Ensuite, il y a apprendre. On va leur donner les connaissances. Parce que si tu as le bon mindset, si tu as les bonnes croyances, mais que tu connais rien en marketing, en com, en technique de vente, en réseaux sociaux, en comptabilité, tu vas jamais réussir. Et ensuite, une fois qu'on leur a fait acquérir les bonnes connaissances, derrière, il y a entreprendre. Là, c'est le passage à l'action. C'est les mécanismes du passage à l'action. D'accord? Stratégie pour, en tant qu'être humain, faire partie de celles et ceux qui passent à l'action. C'est facile de dire aux gens à longueur de journée sur les réseaux sociaux, dans les stories, dans les réels que tu vois, les vidéos sur YouTube, ouais, il faut passer à l'action, c'est ça qui va te faire avancer. Ok, mais comment je fais concrètement pour me remettre dans une position de marche alors que ça fait 20 ans que je dors ou je suis endormi dans la zone de confort dans laquelle on m'a endormi, le fameux métro boulot Netflix de dos. Donc c'est pas une histoire de ça prime ou pas, c'est une histoire de complémentarité. D'abord le mindset, les bonnes croyances, la bonne orientation de l'esprit, la bonne vision, et ensuite les compétences, les stratégies, la connaissance. J'aimerais bien savoir, j'aimerais que tu nous partages un moment où ton mindset a fait la différence dans ta réussite. Il y a plein de moments dans ma vie où il a fallu que j'adopte le bon mindset pour pouvoir surmonter des choses ou prendre les bonnes décisions ou pour pouvoir réaliser certains de mes objectifs. J'essaie d'y penser en même temps que je parle, et franchement, si on doit remonter au début de ma carrière d'entrepreneur, et j'étais encore étudiant, la fois où j'ai lancé ma première entreprise, il y a vraiment un moment charnière, on va dire, dans ma carrière qui a eu lieu alors que j'étais encore étudiant en école de commerce. Et si j'avais pas eu le bon mindset, je serais peut-être pas en train de te parler aujourd'hui de mindset d'entrepreneur, de réussite en entrepreneuriat, etc. C'est quand j'étais étudiant, dis-toi, alors faut savoir le remettre dans le contexte, j'étais dans une grande école de commerce, d'accord, qui était à 15 minutes de chez moi en métro, mais moi, pendant ce temps-là, j'habitais dans une cité dortoir. D'accord, de l'agglomération lilloise, et je prenais le métro pour aller en école de commerce. Donc il y avait une espèce de schizophrénie en moi où je me levais le matin et je sortais de chez moi et je rentrais tous les soirs dans les pires quartiers de l'agglomération lilloise. Et la journée, je côtoyais des fils de diplomates, des fils d'entrepreneurs, des fils de personnes de célébrités, etc., etc. D'accord ? Et du coup, j'arrive en deuxième année d'école de commerce et je dois faire un stage de 6 mois. Et moi, j'avais pas envie de faire un stage de 6 mois. Première année d'école de commerce, j'avais fait un stage. Ça s'était trop mal passé. Déjà là, j'avais compris que j'étais pas fait pour le salariat. Donc deuxième année, je dis je vais voir le service des stages. Je dis c'est bon. Avec un ami, on va monter une entreprise. Je vais faire mon stage dans l'entreprise que j'aurais montée. Et là, ils ont refusé. Donc à ce moment-là, j'aurais pu me dire c'est juste une lubie, rentre dans le rang, fais comme les autres. Personne n'avait jamais fait ça, c'est la vérité. Et c'est une des raisons pour lesquelles les services des stages avaient refusé. Tu connais le conservatisme, l'attentisme à la française. Dès que tu sors un peu du rang, non, on n'a jamais fait ça, c'est pas comme ça, fais un stage comme tout le monde, arrête de lui casser les pieds. Donc j'avais le choix en fait face à ce refus. Soit je rentre dans le rang comme tout le monde, je refais un stage
et qui m'aurait voué à faire une carrière de salarié comme tous les autres et un stage dans lequel je me serais pas du tout senti heureux parce que je sentais que le salarié c'était pas fait pour moi. Faire de la lèche au supérieur, faire semblant d'être qui tu n'es pas, mettre de côté tes valeurs, etc. Voilà, il y aurait eu trop d'efforts à faire de ce côté-là. Soit je choisissais de me rentrer dans mon rang, soit j'allais au combat en fait. J'allais à l'affront. C'est ce qui s'est passé. Je les ai menacés de faire paraître ça dans la presse locale parce que déjà moi à l'époque j'avais à peine 20 ans. Hein. Je trouvais ça scandaleux que à une époque où on se plaignait que les Français n'avaient pas assez d'initiatives entrepreneuriales. Voilà, c'est une époque où l'économie française elle battait un peu de l'aile et on se disait que voilà, il y avait pas assez de dynamisme au niveau des PME et tout ça. Donc à une époque, on se plaignait que les Français n'étaient pas assez entrepreneurs, on empêche un étudiant d'une grande école de commerce, de se lancer. Donc je leur ai dit si vous me laissez pas faire, moi je prends le risque. Si vous me laissez pas faire, moi je vais pas faire paraître ça à La Voix du Nord. La Voix du Nord, c'est un journal local qui est connu dans le nord de la France. Ils m'ont donné aucune réponse pendant des semaines. Le temps est tourné parce qu'au bout d'un moment, si tu trouves pas ton stage, t'as pas ton module. Et si t'as pas ton module qui s'appelle stage, t'as pas ton année. Et une année, c'est plusieurs milliers d'euros. Une époque où moi j'avais dû emprunter pour mes études, j'avais pas beaucoup d'argent. C'était un gros risque. À mon échelle, à l'époque, c'était un gros risque. J'attends jusqu'au jour où je leur envoie un mail assassin en disant voilà, si vous me laissez pas, vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit, etc. Ils répondent pas au mail. Je repars voir le service des stages et là on me dit vous êtes pas au courant? Je dis non. Si, ça a été accepté. Mais ils ont accepté, mais ils voulaient pas laisser une trace par mail, par écrit, en disant qu'ils acceptent. Parce que je sortais des sentiers battus. Personne ne je l'avais jamais fait. Donc imagine. Donc ça, c'était une première victoire, mais c'était pas fini. Et c'est là qu'aussi le mindset, il a joué un grand rôle. Imagine ma position. Moi, je suis un mec issu des banlieues. Tout le monde le savait. C'était un secret de polichinelle. Tout le monde savait que j'habitais dans une banlieue pourrie qui était à 3 stations de métro. Donc, indirectement, même si on essaie de pas me le faire trop ressentir, j'étais stigmatisé de par ma condition de mec qui était en bas de l'échelle sociale dans une école où la plupart c'est des gens qui ont un niveau d'échelle sociale. Donc, déjà rien que ça mettait la pression. Deuxièmement, on m'attendait au tournant. Imagine-toi, ma société, elle fonctionnait pas. Je partais de zéro. J'avais juste un associé. J'avais le garage de la grand-mère de mon associé qu'on avait emprunté pour pouvoir commencer à stocker les marchandises. C'est une entreprise d'import-export en confiserie, en boisson. Et j'avais emprunté 2500 € mskina à ma mère. C'était toutes ses économies de femme de ménage. Tu vois? Donc j'avais cette pression-là et j'avais la pression de l'école qui m'attendait en tournant. Parce qu'après, t'as un rapport de stage à faire. T'as le prof qui vient voir dans l'entreprise ton tuteur pour voir si ça se passe bien, etc., etc. J'avais vraiment, c'était l'une des premières fois dans ma vie où j'ai ressenti de l'adversité et de la pression et le besoin d'avoir ce mindset pour pouvoir ne pas céder à la tentation de se ranger dans le rang, faire comme tout le monde et abandonner mon rêve d'être libre, indépendant, entrepreneur, etc. Et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Dieu merci, je regrette pas. Et là, ce que tu as fait justement, est-ce que tu appellerais ça déjà un mindset de leader que tu avais à cet âge-là ou c'était pas encore autant développé qu'aujourd'hui? Si, alors le mindset il se développe, je l'ai développé sur les 20 dernières années. Bien entendu, mon mindset d'aujourd'hui, c'est pas mon mindset de quand j'avais 20 ans que j'étais en 2e année d'école de commerce. Mais j'avais déjà fait preuve à l'époque d'un mindset de leader. Le mindset de leader, c'est entre autres savoir prendre des risques en fait. Et là, je rappelle à tout le monde un adage qui est très important et que moi je vous conseille d'écrire en grand partout, chez vous, au bureau, dans votre chambre, bref, partout. Le plus grand risque, c'est de ne jamais prendre aucun risque. Si j'avais pas pris de risque à cette époque-là, j'avais pas osé prendre ce risque-là, je serais peut-être salarié aujourd'hui, cadre malheureux, avec 4000 € net de salaire, à fanfaronner avec un SUV acheté à crédit pour essayer de faire croire à la société que j'ai bien réussi dans la vie. Tu vois, et le mindset de leader, les grandes caractéristiques, c'est savoir prendre des risques. Et justement, toujours en parlant de mindset, en quoi le mindset d'un entrepreneur diffère-t-il de celui d'un salarié? C'est exactement ce qu'on vient de dire. J'ai anticipé ta question. Je sais pas si tu l'as fait exprès, mais c'est exactement ça. Regarde la différence entre un salarié qui récolte des miettes, n'ayons pas peur des mots, et un entrepreneur qui gagne beaucoup, la plupart du temps. Je parle des vrais entrepreneurs. La différence entre les deux, c'est que le salarié, il est tombé dans la facilité. Et là, je vous renvoie, tous et toutes qui m'écoutez, à votre responsabilité à vous. Et ça aussi, c'est un autre grand trait du mindset de leader, savoir prendre la responsabilité absolue de ses choix et de ses actes. Donc, le salarié qui récolte peu, il a pris la responsabilité
de rester dans une zone de confort où il a aucun risque à prendre au quotidien. Pourquoi le salarié, il se contente de peu? Parce que lui, il a dit, c'est vrai, moi j'ai pris aucun risque. Que la société pour laquelle je bosse, elle aille bien, elle aille mal, ou elle est dans une situation qui est entre les deux, moi j'ai toujours le même salaire. Donc je prends pas de risque. La contrepartie de ça, c'est quoi? T'étonnes pas d'avoir que des miettes. L'entrepreneur, lui, il prend des risques. Il peut se donner à fond 70 heures par semaine, il se peut qu'à la fin du mois, pire, parfois même à la fin de l'année, il lui reste rien. Et ça m'est déjà arrivé, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai eu des années blanches, j'ai même eu des années où tu fais tes comptes, tu fais tes bilans de fin d'année, en fait, t'as moins, en fait. C'est ça le compte de l'entrepreneuriat. Tu prends des risques, et grâce à ça, à la fin, t'es rétribué 10, 20 ou 100 fois plus que celui qui a pris aucun risque. C'est logique, au final. Donc la différence de mindset entre l'entrepreneur et les salariés, c'est qu'il y en a un qui accepte de ne pas prendre de risques, et donc de récolter des miettes, et l'autre qui accepte de prendre des risques, et de gagner beaucoup. Est-ce que tu dirais que pour gagner beaucoup, il faut être prêt aussi à risquer beaucoup et à s'investir beaucoup? C'est proportionnel. C'est clair, c'est proportionnel. Parce que là, tu me fais rentrer dans les détails. Le concept de base, c'est celui qui prend pas de risque, qui s'étonne pas d'avoir une vie routinière, monotone, avec un faible salaire qui lui permet à peine de joindre les deux bouts, qui fait que il rêverait d'aller en Thaïlande, en Malaisie, en vacances ou je ne sais où, et il peut se taper que le camping du sud-ouest de la France, comme je le dis souvent, mais c'est une image qui est forte. Il peut se taper que le camping du sud-ouest de la France parce que son salaire il le permet pas de faire plus. Là c'est la base, c'est prendre des risques pour aller plus loin dans la vie. Après, quelle proportion de risque? Plus tu prends des risques gros, plus tu gagnes gros. Et plus tu perds gros aussi, parfois. Mais quand ce qu'on remarque, et c'est ça qu'il faut rappeler à toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin dans la vie et qui sont prêts à prendre des risques, certes, plus tu prends des risques, plus tu risques de perdre gros, mais plus tu risques de gagner gros. Et la plupart des grands entrepreneurs que moi je connaisse, ils ont tous perdu beaucoup d'argent. Mais ils ont aussi tous gagné beaucoup d'argent. Et l'important dans la vie et dans l'entrepreneuriat, c'est pas de veiller à tout le temps gagner. C'est de veiller à gagner plus que ce que l'on perd. Tu regardes des gros entrepreneurs. On prend l'exemple je prends souvent l'exemple d'Elon Musk parce qu'on parle beaucoup de lui aussi dans la politique actuellement, mais Jeff Bezos ou Steve Jobs avant eux, etc. Ou Bill Gates. Tu regardes, si le mec pour faire 10 milliards, il en a peut-être perdu 7. 10 moins 7, jusqu'à preuve du contraire, si je calcule bien, ça fait 3. Et à toutes les échelles, c'est pareil. Donc, si tu veux gagner beaucoup, sois prêt en parallèle à perdre beaucoup. Et ça aussi, c'est un autre mindset de l'entrepreneur. Le temps que ta somme, elle est positive, c'est ça. Et justement, ce mindset, comment tu l'as cultivé au fil du temps? Et ce qui m'a le plus aidé, personne s'est fait seul. Et c'est Kerry James qui disait ça dans une de ses chansons, dédicace à lui, d'ailleurs au passage, s'il nous écoute, c'est personne ne s'est fait seul. Et ce qui te permet d'inculquer un mindset de champion, un mindset de leader, un mindset d'entrepreneur, c'est l'influence de ton entourage. On a tous tendance, et ce depuis le plus jeune âge, à pomper les schémas de pensée, les schémas d'action des gens qui nous entourent. Donc ce qui m'a le plus aidé à avoir ce mindset de leader, c'est d'être au contact de leaders. Et ça, c'est un motif d'espoir pour toutes celles et ceux qui nous écoutent aussi, c'est que si tu as l'impression de pas avoir ce mindset qu'on est en train de décrire depuis le début du podcast, vérifie ton entourage en fait. Et si t'as pas dans ton entourage des leaders, et un leader, c'est pas forcément un entrepreneur qui gagne 100 millions d'euros. Moi, j'ai rencontré des leaders dans leur domaine et qui étaient pas forcément des entrepreneurs, et même parfois des entrepreneurs qui gagnaient pas forcément des millions d'euros parce que eux, ils ressentaient pas ce besoin-là. Tu vois? Mais à leur manière, ils étaient leaders, c'est-à-dire ils avaient une vision court, moyen, long terme. Ils étaient dans un mindset de je sais prendre les risques quand il faut les prendre. Ils étaient dans un mindset. Ça aussi, c'est un autre grand trait du mindset dont on aura peut-être l'occasion de reparler un peu plus tard tout à l'heure. C'est ils avaient ce mindset de je refuse d'être une victime et de tout le temps m'apitoyer sur mon sort quand ça va pas, et de tout le temps avoir le réflexe de dire que c'est de la faute des autres. De la faute de la société, de la faute du président de la République, de la faute du quartier dans lequel j'ai grandi, de la faute de mes parents qui avaient pas d'argent pour me payer des études. Tu vois, et c'est en restant à côté de ces gens-là et en pompant, c'est le cas de le dire, c'est leur schéma de pensée et d'action que j'ai réussi à développer tout ça. Justement, là, tu parles de schéma de pensée. Ça m'amène à parler des croyances. Alors là, on va parler plutôt des croyances limitantes. Donc, est-ce que tu as déjà eu des croyances limitantes qui t'ont freiné et comment tu les as dépassées? Comment tu les as identifiées? Comment tu les as dépassées?
Bien sûr que j'en ai eu des croyances limitantes. Et ça aussi, c'est le combat d'une vie, c'est de savoir faire sauter une par une les chaînes mentales qui nous retiennent, qui nous empêchent d'exploiter un trésor qu'on a eu depuis la naissance, c'est ce qu'on appelle le potentiel. Il y a des gens on a tous un potentiel. Il y a des gens qui savent l'exploiter mieux que d'autres. Et avant de penser à savoir comment doper ton potentiel, libère-le des chaînes mentales, qu'on appelle aussi croyances limitantes. C'est quoi une croyance limitante déjà ? Et après, je reviendrai sur la réponse à ta question. Une croyance limitante, c'est une chaîne mentale qui te fait croire que t'es pas capable. La plupart des êtres humains, ils agissent dans la vie, non pas en fonction de ce qu'ils sont réellement capables de faire, mais en fonction de ce qu'ils croient être capables de faire, ou de ce qu'on leur a fait croire qu'ils étaient capables de faire. Si toute ta vie, on t'a répété des phrases du style « Arrête de rêver, c'est pas fait pour toi, t'es pas assez bien née, t'es pas assez intelligente, t'es pas assez belle pour réussir, t'as pas la bonne origine sociale pour réussir », bah tu finis par y croire. Et ça met dans ton esprit cette fameuse chaîne mentale qui va t'empêcher d'exploiter ton potentiel qu'on appelle une croyance limitante. Moi aussi, j'en ai eu des croyances limitantes. Moi, la première grande croyance limitante que j'ai eue du fait de l'environnement dans lequel j'ai grandi, et ça, on aura l'occasion aussi d'en reparler peut-être, j'espère, dans le podcast, parce que l'environnement, c'est un autre gros critère du succès. Du fait de l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'ai une croyance limitante qui était la suivante, qui disait à peu près la même chose. Alors, pour rappel aussi, une croyance limitante, elle prend la forme d'une petite voix qui te parle dans ta tête. Donc là, la croyance limitante que j'ai eue, c'est bah écoute mon grand, tu habites dans un quartier difficile, y a que ta mère qui est en train de t'élever, tes parents sont divorcés, t'habites dans un quartier difficile, t'es musulman et t'es d'origine maghrébine, c'est mort pour toi la réussite sociale. Ça c'est vraiment la croyance limitante de laquelle je suis parti lorsque je suis arrivé dans un quartier en fait et que j'ai commencé à prendre conscience des choses, que j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle la distinction, c'est-à-dire vers 5-6 ans quoi. Dès le plus, t'imagines, c'est dur, hein. Tu pars avec un gros désavantage. Quand t'as 5-6 ans, t'arrives dans un des pires quartiers de l'agglomération lilloise, qu'il y a que ta mère qui est là pour faire ton éducation et que t'es au milieu d'un espèce de chaos latent et constant. Pas la peine de décrire, vous devinez ce qui se passait dans les cités françaises dans les années 80 et ce qui est toujours d'actualité d'ailleurs malheureusement. Mais c'est ça ma croyance limitante de départ. Et comment j'ai fait pour faire sauter ça? Alors à l'époque, j'avais pas les armes que j'ai apprises par la suite. Et si on a 2 minutes, je pourrais décrire un protocole qui permet de casser une croyance limitante. L'arme que j'ai eue, c'est d'avoir autour de moi des gens, d'avoir eu la chance, grâce à Dieu, d'avoir eu autour de moi des figures, d'accord, des espèces de mentors, d'accord, qui m'ont permis en fait d'effacer ces schémas-là, ces croyances limitantes. Des gens qui m'ont sorti du quartier, qui m'ont fait prendre conscience du potentiel énorme que j'avais et surtout prendre conscience du champ des possibles. Parce que c'est ce qu'on restreint dans l'esprit des individus. On te fait croire que parce que t'es né dans une cité, t'es maghrébin, tes parents sont divorcés, que ta mère elle a pas de sous, elle est femme de ménage, t'es voué à l'échec. Quand quelqu'un il te sort de là, il te dit, alors qu'on t'avait habitué à pas regarder plus loin que le bout de ton nez, plus loin que ce qui se passe autour de toi dans le quartier, à la maison. Quand quelqu'un il te sort de là, il te dit regarde à l'horizon. On va partir des blocs, des blocs des cités dortoirs, et regarde à l'horizon en fait. Le champ des possibles, il est beaucoup plus grand, Slimane, que celui auquel on t'avait fait croire depuis que t'es petit. Et c'est là que j'ai eu une ouverture d'esprit et quant au champ des possibles. Et que j'ai pu casser mes croyances limitantes. Justement, tout à l'heure, tu disais que tu avais un protocole pour casser les croyances limitantes. Tu peux nous en parler un peu plus? Alors ça, je l'avais pas à l'époque. Parce que ça fait partie de ces choses-là qu'on n'a pas de manière innée et qu'il faut apprendre. D'accord? Il y a un protocole très simple à mettre en place pour casser ces croyances limitantes qui prennent la forme de la petite voix que vous avez quand vous êtes en face, par exemple, de votre projet d'entreprise et qui vous dit ouais, laisse tomber, t'es pas assez belle, t'es pas assez intelligente, t'as pas assez de diplôme, t'es pas assez bien née pour réussir. Le protocole, c'est le suivant. Il y a 4 étapes, d'accord? La première étape, c'est l'identification. Ça veut dire que tu dois identifier ce qui te freine, ce qui te bloque dans la vie, ou dans ta réussite professionnelle, dans ta réussite financière, ou ça peut même être appliqué dans ta réussite conjugale, familiale, amicale ou autre. Et là, par exemple, si on prend l'exemple qui nous intéresse le plus, c'est l'entrepreneuriat, tu te dis qu'est-ce que je pense sur moi-même
et qui fait que j'arrive pas à avancer dans l'entrepreneuriat et dans ma réussite financière. Et là, tu réfléchis, c'est ce qu'on appelle les questions percutantes, qu'on doit tous se poser à un moment donné dans notre existence si on veut identifier ses croyances limitantes et aller plus loin dans la vie. Et là, par exemple, tu vas réfléchir et tu vas répondre à cette question, tu vas dire, ah ouais, en fait, je me rends compte que toutes ces années, j'ai l'impression que je pourrais jamais y arriver, jamais gagner beaucoup d'argent parce que j'ai pas de diplôme. Et c'est vrai, dans cette société, on fait croire aux gens que s'ils ont pas un bac+5, ils valent rien et qu'ils pourront jamais réussir dans leur vie. Donc, tu as identifié la croyance limitante. C'est déjà une énorme étape. Deuxième étape, c'est quoi? C'est la remise en cause. On appelle la remise en cause. Et ça prend la forme suivante. Tu vas te dire à toi-même, si c'était pas vrai au final. Si c'était pas vrai au final, le fait que j'ai pas de diplôme, du coup, forcément, je suis voué à l'échec. Peut-être c'est pas vrai ce postulat-là. C'est une croyance, ça. J'ai pas de diplôme, donc je suis voué à l'échec. C'est une croyance que nous inculque la société occidentale dans laquelle on a grandi. D'accord? Où on jure que par les diplômes, où même le monde professionnel, il a une vision très académique, c'est-à-dire il y a des talents sur le marché du travail. Ah, vous n'avez pas bac+5, monsieur? Ah, je suis désolé. On se reverra peut-être plus tard. Mais nous, il nous faut un bac+5, c'est dans les exigences de la fiche de poste. Donc, tu remets en cause. Ça aussi, c'est une deuxième grande étape. Troisième grande étape, c'est la transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas transformer la croyance limitante que tu avais au départ en une croyance aidante. Et dans le cas que j'ai donné, dans l'exemple que j'ai donné, ça peut donner quoi une croyance aidante? Tu vas te dire la chose suivante. Certes, c'est vrai, j'ai pas de diplôme. J'ai pas de bac+5, j'ai même pas le bac. On va prendre l'extrême, j'ai même pas le bac. Mais je peux apprendre. Je peux côtoyer des gens qui vont m'apprendre et qui vont faire que j'aurai les compétences nécessaires pour réussir dans l'entrepreneuriat. Je peux apprendre le marketing, je peux apprendre la communication, je peux apprendre des techniques de vente, même si j'ai 35 ans. Et ainsi réussir en business et avoir beaucoup d'argent. Comme ça a été le cas pour beaucoup de très grands chefs d'entreprise aujourd'hui qui n'ont même pas le certificat d'études. Voit par là, comprend par là, en gros, des gens, et c'est une réalité, qui sont devenus multimillionnaires, même milliardaires, qui ont même pas le niveau de ce qu'on appelle le brevet des collèges en France. Là, tu as transformé ta croyance limitante de départ en une croyance aidante. Là, on n'est qu'à la troisième étape. Il y a une quatrième étape de consolidation qui est très, très importante, d'accord, qu'on appelle l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est que maintenant que tu as une nouvelle croyance qui va t'aider à aller de l'avant, et qui n'est plus la croyance limitante de départ, il faut que tu l'ancres dans ton esprit. Comment? En répétant tous les jours sous la forme d'une affirmation positive. Pourquoi faire ça? C'est pas parce que tous les jours tu te répètes, je vais y arriver, certes j'ai pas de diplôme, mais je vais apprendre, je vais devenir un grand entrepreneur qui gagne beaucoup d'argent. Le fait de le répéter, ça va consolider une croyance en toile de fond de ton esprit. Et c'est en fonction des croyances qu'il y a en toile de fond de notre esprit qu'on agit dans la vie. C'est en fonction des croyances. Et si t'as pas la croyance que tu peux y arriver bien ancrée dans ton esprit, tu vas passer à autre chose et tu vas continuer à agir en fonction des anciennes croyances. Et si tu agis en fonction d'une croyance qui te dit que t'es pas capable, t'es pas assez beau, t'es pas assez bien né pour réussir, tu vas jamais passer à l'action et donc t'auras pas de résultat. Donc l'ancrage sous la forme d'une affirmation que tu vas répéter tous les jours au moins 30 fois, c'est pas de la folie. D'accord? La croyance, la répétition mène à la croyance. Et c'est la croyance qui nous fait passer à l'action, et c'est le passage à l'action qui nous mène à des résultats. Ça, c'est Mohamed Ali qui avait dit ça en ces termes, mais le contenu de ça, la substance de ces paroles revient à peu près à ce que je viens d'évoquer. Alors maintenant, on va passer à des stratégies concrètes. Quelles sont, selon toi, les habitudes incontournables des entrepreneurs à succès? Il y en a plein. Il y en a plein. Et les habitudes de ceux qui réussissent, que ce soit dans le business ou ailleurs, d'ailleurs, si tu me permets d'extrapoler un petit peu, les habitudes, elles sont pas forcément reliées au domaine dans lequel on veut réussir. Je donne un exemple. Les habitudes du succès de l'entrepreneur, c'est pas forcément que d'apprendre les meilleures stratégies marketing. C'est une bonne habitude. Et d'ailleurs, est-ce que c'est peut-être la meilleure habitude qui réunit tous les domaines de l'existence, le fait d'avoir ce mouvement continu dans l'apprentissage, et de pas se dire, comme on essaie de nous faire le croire une fois de plus dans les sociétés occidentales dans lesquelles on a grandi, que une fois que t'as bac+1, c'est bon, t'as atteint le sommet, t'as plus rien à apprendre et toute ta vie, d'un point de vue des connaissances, tu peux être en roue libre. Très grossière erreur. Le fruit vert va mûrir, mais on oublie que le fruit mûr va pourrir.
Donc si t'es pas dans un mouvement de croissance continue en termes de connaissances, même si tu as obtenu un bac plus 12, jusqu'à ta mort tu dois apprendre. Et la religion, c'est ce qu'elle nous enseigne d'ailleurs. Tellement de savoir que une vie ne suffit pas pour pouvoir savoir tout ce qu'il y a à savoir ici-bas. Donc apprendre d'abord, d'accord, mais il y a des habitudes de fond, et qui sont d'ailleurs des habitudes que les entrepreneurs doivent mettre en place, mais toute autre personne qui veut réussir dans tout autre domaine, il en va de même pour eux. C'est faire du sport, avoir une activité physique. Vraiment. On parlait de mindset tout à l'heure. Si tu veux du mindset, entoure-toi de gens qui ont le mindset que tu dois avoir pour toi réussir à ton tour. Fais du sport. Parce qu'il y a toute une décharge de neurotransmetteurs et d'hormones qui a lieu dans ton corps. C'est toute une neurobiologie qui s'enclenche dans ton corps quand tu fais du sport. Là, on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie. Là, je m'adresse même à toutes les personnes qui nous regardent, qui sont pas forcément des grands sportifs, mais une fois, un jour dans ta vie où tu t'es rincé dans une séance de sport, que ce soit en plein air ou à la salle de sport. T'as vu comment tu te sens bien? C'est ce qu'on appelle une bonne fatigue. Pourquoi? Elle vient d'où cette notion de bonne fatigue? T'es rincé. Pourquoi c'est bien d'être rincé? Parce qu'il y a toute une décharge d'endorphine, par exemple, qui fait que tu te sens bien. Il y a toute une décharge de dopamine. Il y a toute une décharge de sérotonine. Sérotonine, vous avez vu, sérénité, c'est ce qu'on appelle l'hormone de la sérénité, qui fait que une fois que tu vas sous ta douche, et là pour rien au monde, tu te dirais « Ah ouais, non, je regrette d'avoir fait ma séance », même si t'es rincé. Et ça te donne aussi le mindset du passage à l'action. Ça te donne cet élan pour dire le lendemain « Allez, j'arrête de dormir, je passe à l'action ». Ça, c'est si tu fais une fois une séance. Que dire si régulièrement dans ta semaine, dans le mois, dans l'année, tu fais du sport? Ça te maintient dans un mindset du succès grâce à cette neurobiologie interne d'hormones et de neurotransmetteurs que tu sécrètes et qui va te pousser à l'action. Donc le sport, apprendre, bien entendu, se lever tôt. Franchement, c'est banal, hein, peut-être que je vous apprends rien, mais qui le fait? Ils ont écrit toute une littérature sur le fait de se lever tôt. Il y a le fameux Hal Elrod, le 5 heures, le Miracle Morning. Mais c'est pas le premier à avoir parlé de ça. Hein. Il y avait avant lui, bien avant lui, quelqu'un que tu connais certainement, qui s'appelle Robin Sharma, qui avait lancé le 5 AM Club. C'est un grand mentor, un grand expert américain en efficacité personnelle et professionnelle. Pareil, ça rejoint toujours la même idée. Lève-toi tôt, tu verras que tu seras beaucoup plus productif et tu iras beaucoup plus loin dans la vie. On va pas détailler aujourd'hui, sinon on pourrait faire un podcast rien que sur ça. D'ailleurs, on pourrait faire un prochain épisode sur ce thème-là. Mais le fait de se lever tôt, déjà, t'as la baraka, les bénédictions du matin. Ça, c'est connu. On a appris dans la religion. Le fait de se lever tôt, ton énergie mentale, elle est toujours beaucoup plus forte le matin que le soir. Donc, t'es plus à même de faire des tâches qui demandent énormément de concentration intellectuelle. Et quand tu te lèves tôt, en général, tu t'es couché tôt la veille. Et quel est l'avantage de se coucher tôt pour se lever tôt par rapport à se coucher tard pour se lever tard? Même si tu as le même nombre d'heures de sommeil, il vaut mieux se coucher tôt pour se lever tôt. Pourquoi? Parce que quand tu te couches tard, tu te dis « Ouais, mais j'ai du temps le soir » que n'a pas celui qui se couche tôt. Mais c'est faux, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que quand tu regardes de l'habitude des gens de notre époque, hein, ce qu'on fait entre 21h et minuit, c'est que des choses, des activités à faible valeur ajoutée. Regarder la télé, scroller sur les réseaux sociaux, être dans des discussions inutiles avec les amis sur Internet ou par téléphone, etc. Tu vois? Tandis que le matin, on est plus enclin à faire des activités à forte valeur ajoutée. Faire de la méditation, du sport, lire des livres de non-fiction pour apprendre des nouvelles compétences, se former, prier, réciter le Coran, tout un tas de choses qu'on a la force de faire parce que on est en forme et on a encore toute notre énergie mentale. Voilà, il y en a d'autres, mais déjà, je rajouterais pourquoi pas bien s'alimenter et se fixer des objectifs et s'organiser. Mais je te remercie parce que là, tu me donnes une très bonne transition. La question d'après, c'était en quoi se fixer des objectifs est-il indispensable pour un entrepreneur? Ah, t'as tout compris, t'as bien fait de me poser cette question parce que parmi les habitudes clés, il y a le fait de se fixer des objectifs. Alors là, pareil, hein, très sincèrement, on pourrait faire un podcast rien que sur ces thèmes de la fixation des objectifs. Donc ça va être un gros effort pour moi d'aller à l'essentiel. Mais pour aller à l'essentiel, je vais partir d'une citation qui a été citée par Sun Tzu, qui était un grand stratège militaire et qui a écrit le fameux livre L'art de la guerre, qui est d'ailleurs, et ça il faut que vous le sachiez, c'est un livre de stratégie militaire, mais qui en même temps le manifeste, la référence des ouvrages pour les grands entrepreneurs, les grands fondateurs de multinationales. Pourquoi? Parce que la stratégie militaire et la stratégie d'entreprise sont complètement analogues. En gros, c'est la même chose.
D'accord? Il a dit, Sun Tzu dans son livre, celui qui n'a pas d'objectif risque d'autant plus de ne pas l'atteindre. Et c'est tellement logique. Si t'as pas d'objectif, comment tu veux l'atteindre, cet objectif que tu n'amènes pas? Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est un grand motif d'espoir pour tous ces gens qui peut-être nous écoutent en ce moment et qui, au moment où ils m'écoutent, stagnent dans leur vie et ont du mal à avancer, ont l'impression de tourner en rond depuis des années. Posez-vous déjà cette question si vous voulez aller de l'avant. Est-ce que j'ai pris la peine de me fixer des objectifs à un moment donné dans ma vie? Fixer des objectifs, c'est-à-dire y penser et les écrire sur un cahier. De manière smart, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporelle. C'est-à-dire avec une deadline. Toujours aux objectifs, la team, avec une deadline. Sinon, c'est la porte ouverte à la procrastination. Donc, si, depuis des années, tu as l'impression de tourner en rond, t'es pas heureux dans ta vie, t'es dans ta zone de confort, métro, boulot, Netflix, dodo, est-ce que tu as pris le soin de te fixer des objectifs? Et la plupart du temps, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai pas d'objectif. C'est normal. 97% des gens, lorsqu'on les interroge, disent, non, j'ai pas d'objectif. D'accord? Et en quoi le simple fait d'avoir des objectifs précis à atteindre dans la vie, ça influe autant sur nos performances? La réponse, vous l'avez, alors pour celles et ceux qui aiment le cinéma, vous l'avez dans un film. Parfois dans les films, on peut apprendre tout en se divertissant. Il y a un film qui s'appelle La méthode Williams, qui reprend la vie de la famille Williams, dans lesquelles il y a les fameuses deux championnes de tennis qui s'appellent Serena et Venus. Voilà, c'est deux grandes championnes de tennis. Allez vous renseigner pour celles et ceux qui suivent pas trop le sport. Mais c'est même pas que leur vie à elles. C'est aussi et surtout la vie de leur père, qui est joué par Will Smith. D'accord? Et le père Williams, il a éduqué des championnes. Et dans ce film, tu as la manière dont on éduque les championnes. C'est intéressant, non? Si tu veux faire de tes enfants des champions, et quand je dis champion, au sens large, pas forcément que dans le sport. Parce que les préceptes de la réussite, on peut les appliquer aussi bien au sport que pour devenir un grand acteur de cinéma, que pour devenir un grand entrepreneur. Et lui, à un moment donné, dans le film, il y a deux scènes qui, moi, m'ont marqué, mais que tu vas pas détecter si t'es pas initié à cette culture-là de l'objectif et à cette importance-là de se fixer des objectifs pour aller loin dans la vie. Il y a deux scènes. La première, elles sont en train d'échanger. C'est une scène où elles sont encore toutes petites. Ils habitent à l'époque, je pense, en Louisiane, avant d'aller ensuite en Californie pour pouvoir vraiment apprendre le tennis à un certain niveau avec des vrais coachs de haut niveau. Mais ils sont en Louisiane au début, il me semble, et ils sont en train de jouer sur un cours de quartier, dans un quartier très pauvre de Louisiane. Et autour du cours de tennis délabré, il y a des grillages qui entourent le cours. Et pendant qu'elles sont en train d'échanger, les deux sœurs, des petites balles d'échauffement, le père, il pose des affiches avec des citations. Avec des citations de mindset. Et sur une d'entre elles, il écrit « If you plan to fail, you fail. If you fail to plan, you plan to fail. » Comprend en français, si celui qui prévoit pas, il prévoit d'échouer. Celui qui a pas d'objectif, son objectif, c'est d'échouer. Ça, c'est la première scène marquante. Et la deuxième scène, encore plus marquante, pour celui qui est initié à cette culture-là, les filles, elles sont sur le point de dormir, donc le papa, il va dans la chambre pour leur éteindre la lumière. Bonne nuit les filles, etc. Donc il va leur éteindre la lumière et dit, les filles, avant de dormir, vous avez bien fait vos objectifs pour demain. Hein. Et elles, un peu blasées, elles disent, oui papa, t'inquiète pas, on a bien fait nos objectifs. Voilà comment on élève des champions. Si vous voulez avoir des champions à la maison, et pas que dans le sport, faire de vos enfants des gens qui seront des modèles dans la société, des modèles de réussite, qui vont tirer les autres vers le haut, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat ou autre, apprenez-leur la culture de l'objectif. Parce que celui qui n'a pas d'objectif risque d'autant plus de ne pas les atteindre, c'est logique. Et si je peux rajouter juste en une minute un mécanisme neuroscientifique qui explique pourquoi il y a tant de différences de performance entre les gens qui ont des objectifs et les gens qui n'en ont pas du tout, c'est lié au fonctionnement de notre cerveau. D'accord? Dans ton cerveau, ton système nerveux plutôt, à la base de l'encéphale, tu as une partie de ton système nerveux, d'accord, à qui tu dois enseigner des objectifs pour faire en sorte que derrière, le cerveau, il te dicte de passer à l'action. Ça s'appelle le SAR, le système d'activation réticulaire. Et ce SAR qui est à la base de l'encéphale, qui est une partie de ton système nerveux, si tu lui enseignes pas des objectifs précis à atteindre pour que ton cerveau derrière il te fasse aller vers cet objectif en passant à l'action, eh ben par défaut, il va s'imprégner de la valeur dominante de la société dans laquelle tu vis, dans laquelle tu grandis, dans laquelle tu évolues au quotidien. Et c'est quoi la valeur dominante de la société dans laquelle on vit aujourd'hui? On l'appelle comment? On dit qu'on est dans une société de consommation. Consommation.
Donc la valeur dominante de la société actuelle, c'est la consommation. Et donc par défaut, si t'as pas veillé à enseigner à ce système d'activation réticulaire dans ton système nerveux des objectifs précis à atteindre, par défaut, il va se mettre à aller vers l'objectif que nous impose la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire consommer, consommer, consommer. Et là, ce que je suis en train de vous expliquer, ça explique en grande partie pourquoi la vie de la plupart des gens à notre époque, elle se résume à quoi? Métro, boulot, Netflix, dodo, centre commercial le week-end. Produire, consommer. Produire au travail pour un patron qui va prendre tous les dividendes et qui va te reverser quelques miettes, que tu vas t'empresser d'aller dépenser le week-end en centre commercial pour noyer ta frustration de pas vivre une vie qui est inspirante. Tu veux aller faire du lèche-vitrine ou acheter des babioles qui vont pas te rendre plus heureux, mais qui vont à court terme noyer ta frustration de pas vivre une vie qui est faux folle, quoi. D'accord? Donc, l'importance de se fixer des objectifs, elle se joue aussi au niveau neuronal. Elle s'explique aussi au niveau neuronal. Alors maintenant, on va passer à on a parlé des habitudes, des objectifs. Maintenant, on va parler vraiment concrètement comment structurer sa journée pour maximiser sa productivité. Là, on en vient à la discipline qui s'appelle l'organisation et l'efficacité personnelle et professionnelle. Habitude du succès, on en a parlé tout à l'heure, rester en bonne santé en faisant du sport, en s'alimentant bien, en se levant tôt le matin pour être plus productif, en se fixant des objectifs. Et une fois que tu t'es fixé des objectifs, comment t'organiser au quotidien sur le terrain pour être productif et atteindre au mieux tes objectifs. Le b.a.-ba, parce que là pareil, tout ce dont on est en train de parler, chacun des thèmes qu'on évoque, que ce soit la fixation des objectifs ou que ce soit le fait de se lever tôt le matin ou le fait d'avoir une organisation, on pourra en faire un thème de podcast à part entière. Mais pour donner le 20-80, voilà comment vous devez organiser votre journée. Vous devez organiser votre journée de la manière suivante. Une journée, on a tous que 24 heures. On est d'accord? Sur les 24 heures, tu commences déjà par définir ton temps de repos. Ça paraît évident, mais il y a des gens qui sont tellement la tête dans le guidon qu'ils en viennent à oublier de se fixer du temps de repos. Temps de repos, ça veut dire de quoi dormir chaque jour et de quoi se reposer temps à autre dans l'année avec un temps de vacances. Le fait de prendre des vacances ou de dormir la nuit, c'est pas un signe de faiblesse. On a tous besoin de dormir. Et si tu commences à partir dans des délires du style « ouais, moi, je dors que 2 heures par nuit » alors que ta biologie à toi, et chacun a sa biologie, elle nécessite 6 heures de sommeil, tu vas pas aller loin. Parce que tu vas être explosé le lendemain, tu vas accumuler la fatigue et tu vas te contenter au quotidien de faire la routine. Manger, dormir, boire, faire des tâches à faible valeur ajoutée qui vont faire que tu vas stagner toute ta vie. Donc déjà, tu planifies ton temps de repos. Calcule ton temps de repos en tâtonnant. Va voir soit un spécialiste du sommeil, si tu as la chance d'avoir les moyens avec un spécialiste du sommeil qui va t'accompagner, calculer ton temps de sommeil optimal. Sinon, tu tâtonnes comme moi je l'ai fait. Et je me suis rendu compte que moi, mon temps de sommeil idéal, c'est 6h, 6h30, et en me couchant vers 22h30. Pas plus tard. D'accord? Parce qu'on dit que les heures de sommeil avant minuit, elles comptent double. Parce qu'elles sont plus qualitatives que les heures de sommeil après minuit. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, tu bloques ton temps de sommeil, de repos sur 24 heures. Ça, c'est OK. Et tu peux même prévoir une petite sieste en début d'après-midi, juste après le repas, par exemple, pendant le temps du repas. OK? Donc, ça, c'est la première chose pour organiser ta journée. Deuxième chose à mettre sur tes 24 heures avant de penser au reste, c'est les impondérables. C'est les routines qui sont non négociables. C'est les fondements de ton succès. Tes journées, elles doivent être rythmées par les routines que tu vas placer à heure fixe tous les jours et qui sont le socle de ton succès. Et qui sont pour toi non négociables, quel que soit ton niveau d'occupation actuel, quels que soient les projets qu'en ce moment tu es en train de développer dans ta vie. Tu mets du non négociable. Je vais donner des exemples. Faire ta séance de 30 minutes de sport par jour. Il y a des gens qui disent « ouais, j'ai pas le temps, Slimane, je te jure, j'ai compris que c'était important de faire du sport pour avoir une bonne énergie, mais je te jure, je suis tellement débordé que même 20 minutes, je les ai pas pour moi. » Mais parce que la personne, elle a pensé à l'envers. Qu'elle redétruise tout s'il le faut, et qu'elle reconstruise sa vie sur ces fameuses routines du succès qui doivent être des impondérables et des non négociables. Faire du sport, pour rester en forme, garder ses talents de l'entrepreneur, et avoir une énergie pour faire des choses plus que la routine métro boulot dodo. Deuxièmement, avoir un temps pour apprendre chaque jour, d'accord? Troisièmement, moi je dirais, avoir un temps pour la spiritualité. Lecture du Coran,
méditation et le fait, comme on l'a appris dans la religion, d'avoir un temps de chaque jour pour se rendre des comptes. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Qu'est-ce que je dois corriger dès demain? Pourquoi attendre 1 an ou 10 ans comme le font la plupart des gens? Qu'est-ce que je dois faire dès demain pour pouvoir m'améliorer et avoir des meilleurs résultats? Donc tu mets ce qu'on appelle les routines du succès, les non négociables. Un moment pour apprendre la religion et ou réciter le Coran, un moment pour apprendre des nouvelles compétences et aller plus loin dans ton business, dans ta situation financière, un moment pour faire du sport. Et un moment pour s'alimenter, je le précise, ça paraît évident, mais il y a des gens qui sont tellement sous l'eau qu'ils prennent même plus le temps ni de boire, ni de manger, ni de dormir. Un temps pour dormir, un temps pour bien s'alimenter. Et ensuite, il te reste du temps. Après avoir mis tout ça, faites le test chez vous. Hein. Vous, pour demain, planifiez votre journée de demain. Vous mettez le temps pour dormir. À quelle heure vous allez vous coucher, à quelle heure vous allez vous réveiller. Vous mettez le temps des routines non négociables, un temps pour réviser la religion, apprendre la religion, faire réciter le Coran, un temps de méditation, un temps pour bien manger, d'accord, et un temps pour faire du sport. Et un temps pour apprendre, si vous êtes en ce moment dans un projet de business, au moins 45 minutes chaque jour pour développer tes compétences en business. Une fois que tu as fait ça, il te reste du temps. Qu'est-ce que tu fais avec ce temps-là? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu vas consacrer ce temps-là pour mettre en place des séances de travail consistantes. Quand je dis consistantes, c'est pas 30 minutes. Une bonne séance de travail de 2 heures, par exemple. Et si tu fais tout ça, tu peux au moins avoir une bonne séance de travail le matin et une bonne séance de travail l'après-midi, à chaque fois 2 heures. D'accord? Et là, tu vas consacrer ces travails pour faire du deep work. Deep work, ça veut dire, tu coupes tout. Tes notifications, tes mails, tes textos, tes alertes sur téléphone, et tu te concentres au sein de cette séance de travail pour avancer sur un de tes projets d'envergure que tu as actuellement dans ta vie. Quel type de projet d'envergure? Un projet qui va t'apporter de la vraie valeur ajoutée dans ta vie, qui va te permettre de passer ce qu'on appelle un step dans la vie. Et par exemple, parmi tous ces projets, il peut y avoir quoi? Le projet d'entrepreneuriat. Si tu fais dans cet ordre-là, bizarrement, du jour au lendemain, tu vas te mettre à supprimer tout ce qui tue ton temps pour rien, c'est-à-dire les discussions inutiles, le scrolling sur les réseaux sociaux, la télé, et tu vas te rendre compte que tu as du temps et pour prendre soin de toi, et pour dormir, et pour bien t'alimenter, et pour faire du sport, et avancer sur ce projet d'entreprise qui te tient à cœur. Voilà moi comment je fais pour remplir nos journées. On a tous que 24 heures, qu'on soit ministre, PDG, femme de ménage, ouvrier. Et c'est bizarre, en 24 heures, il y a des gens qui font des bonds énormes dans la vie, et il y en a d'autres qui sont, comme on dit, occupés à être occupés. C'est parce qu'ils savent pas organiser leur journée avec l'exemple de ce que je viens de donner comme stratégie d'organisation. Mais je te remercie, Slimane. Alors, on a parlé d'habitudes, d'objectifs, mais on sait qu'il y a quelque chose qui est un petit peu difficile dans l'entrepreneuriat au début, c'est que on fait tout ça, on fait des efforts, on travaille sur son produit, son prix, etc. On fait tout ce qu'il y a à faire. Mais comment est-ce qu'on va se focus sur le long terme quand les résultats, ils ne viennent pas tout de suite? Dans l'entrepreneuriat, tu veux dire? Bah alors, déjà, la première chose, c'est que qu'est-ce qui va te permettre d'être focus sur le long terme? C'est important cette question parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris certains secrets qui pourtant sont élémentaires. Premier secret, c'est que la réussite, c'est long. Nous, on nous a appris d'être dans la gratification à court terme, c'est-à-dire je travaille pour avoir tout de suite. Je travaille à l'école pour avoir un 20 sur 20 la semaine suivante. Je travaille en tant que salarié, à la fin du mois, il me faut déjà du résultat. L'entrepreneuriat, c'est toute notre vision des choses et de la gratification à laquelle il faut adhérer. C'est j'accepte de bosser dur aujourd'hui et récolter les résultats que plus tard. Donc le simple fait de savoir, en écoutant les gens qui ont réussi avant toi par exemple, le simple fait de savoir que c'est normal si ça prend du temps, déjà ça t'enlève un poids. Et ça te permet d'être un peu plus patient et de tenir sur la durée. Ça c'est l'étape 0. L'étape 1 c'est quoi? C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un secret que tous et toutes vous devez retenir aujourd'hui et bien ancré dans votre fort intérieur, c'est que la motivation à elle seule ne nous permettra jamais d'aller au bout d'un projet. Notamment un projet d'entreprise, parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui en priorité, notamment dans un projet d'entreprise qui, moi je vous le dis maintenant, va vous demander minimum 6 à 12 mois de dur labeur et de construction. Et aujourd'hui, on te vend plein de rêves sur les réseaux sociaux. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, t'as des mecs qui te disent « Ouais, en 3 mois, tu regardes 12 modules de 20 minutes, je t'ai fait une formation super bien faite, tu vas devenir millionnaire dans le e-commerce. » Lol.
Ce qu'ils oublient de te dire, c'est vrai, le contenu en lui-même qu'il va te proposer, il est réel. C'est des vraies stratégies marketing, c'est des vraies stratégies commerciales, c'est des vraies stratégies réseaux sociaux. Mais le temps de les apprendre, les assimiler, les essayer, les tester une fois, les corriger, les recorriger, les corriger une troisième fois avant de trouver la bonne formule, ça, il te dit pas que ça prend plusieurs mois. Et encore, nous, on prend plusieurs mois avec les gens qu'on accompagne, mais derrière eux, les gens qu'on accompagne, ils ont toute une équipe d'experts. Il y a moi, il y a toute mon équipe d'experts, chacun spécialisé dans un domaine, qui sont là pour les corriger, leur éviter les pièges, etc. Malgré ça, ça prend 6 à 12 mois. Que dire quand tu es tout seul? Donc, comprendre que ça prend du temps, c'est tout à fait normal. Apprendre la gratification différée, accepter de travailler dur aujourd'hui pour avoir des résultats que plus tard. Et troisièmement, savoir le secret que je voulais vous enseigner aujourd'hui absolument, c'est que la motivation à elle seule ne permet pas à un être humain d'aller au bout d'un projet, de réussir un projet qui demande plusieurs mois de construction. Alors c'est quoi alors la motivation, t'as remarqué, même toi, je suis sûr, c'est que tu peux être motivé à fond aujourd'hui parce que t'as reçu une bonne nouvelle, parce que t'as eu une augmentation au travail, ou parce que, je sais pas, moi, ton mari t'a offert des fleurs, et il t'a invité, invitation surprise au restaurant ou dans un voyage. Et le lendemain, tu vas au boulot, il y a ta collègue qui te parle mal, ça y est, la motivation qui était à son prime la veille, elle redevient plus basse que terre le lendemain. On a tous eu cette expérience-là. Ça, c'est une preuve qu'on peut pas se baser uniquement sur la motivation pour aller au bout d'un projet qui nécessite des mois de construction. Du coup, comment ils font les grands leaders? Comment ils font les grands champions pour essayer de sortir de temps en temps du cadre de l'entrepreneuriat, pour patienter 15 ans, 20 ans avant de devenir footballeur professionnel, avant d'être champion? Comment ils font les grands chefs d'entreprise pour construire des empires qui leur demandent 10, 20, 30 ans de construction? Ils ont compris que la motivation, c'était pas ça. Le vrai moteur, je vais vous le dire, ladies and gentlemen, il n'y a pas des roulements de tambour là qu'on peut lancer, même pas. C'est pas grave, on les mettra au montage. C'est l'autodiscipline. Programmer son cerveau pour aller au bout, coûte que coûte, quel que soit le temps que ça prend, quels que soient les obstacles et les difficultés que je vais rencontrer, et ô combien on sait, avec le recul, quand on est un entrepreneur depuis longtemps, moi ça va faire 20 ans maintenant que je fais de l'entrepreneuriat, ô combien on sait qu'il y a toujours des embûches, des obstacles et des choses auxquelles tu t'attends pas, ce qu'on appelle des imprévus sur le chemin de ta réussite. Donc celui qui apprend l'autodiscipline, et ça s'apprend, c'est à ça aussi que je voulais revenir. Ouais, mais Slimane, moi je suis pas autodiscipliné, comment je fais? Ça s'apprend. C'est une programmation de ton cerveau pour faire en sorte que, quelles que soient les difficultés, les obstacles, tu ne te trouves pas d'excuses comme le font la plupart des gens pour abandonner. Si tu abandonnes jamais, à un moment donné, tu réussis, si Dieu le veut. Je te remercie d'avoir rappelé l'importance de la discipline, parce que beaucoup de gens cherchent la motivation, alors qu'en fait c'est la discipline qu'il faut développer. Et dis-moi, comment un entrepreneur doit-il gérer son temps et ses priorités, surtout les priorités? Alors, la réponse, alors je pourrais pas la détailler aujourd'hui parce qu'il y a parfois il y a pas de secret. Il y a pas une formule comme ça qu'on peut pondre et qui est applicable en 3 secondes. Le remède à ça, c'est d'avoir un vrai système d'organisation personnelle et professionnelle. Regarde, il y a des gens aujourd'hui, moi j'en rencontre encore cette année, il y a des gens qui ont 40 ans, c'est pas 20 ans, 40 ans, c'est un certain âge, qui se plaignent de pas réussir à avancer, d'être tout le temps la tête sous l'eau, d'être désorganisés. Ils ont même pas un agenda. Et attention, qu'on s'y trompe pas, l'agenda, c'est le b.a.-ba de l'organisation personnelle et professionnelle. D'accord? De l'efficacité personnelle et professionnelle, c'est pas suffisant. Il faut un vrai système d'organisation personnelle et professionnelle avec des dossiers où tu vas trier tes actions à faire dès que possible, tes actions à faire un jour peut-être, les projets qui sont des actions dans lesquelles il y a plusieurs sous-actions. Par exemple, je sais pas moi, mettre en place lancer une entreprise, c'est un projet dans lequel tu as toute une somme d'actions que l'on doit organiser pour que le projet soit mené à bien. C'est ce qu'on fait à la Wake Up, à l'étape 5 de la construction des projets qu'on fait avec les gens qu'on accompagne. On fait ce qu'on appelle un plan d'action. Et sur le plan d'action, tu te rends compte que le projet d'entreprise, pour qu'il réussisse, il faut qu'il y ait certaines tâches qui soient faites et dans un certain ordre. D'accord? Et donc tout ça, ça nécessite une science qu'on appelle l'organisation.
L'efficacité personnelle et professionnelle. Je vais pas détailler aujourd'hui, mais on a commencé l'air de rien d'en parler tout à l'heure quand tu m'as dit, Slimane, comment tu fais pour organiser tes journées, pour être plus productif, etc. Mais il y a une méthode qui est célèbre, celle qui a été inventée par David Allen, qui s'appelle Getting Things Done. Comprenez en français, en gros, faire en sorte que les choses qui doivent être faites pour réussir soient faites, et pas juste reste dans notre esprit, on procrastine, on fait jamais rien. Il y a des méthodes en fait. On pose tout à plat et le principe, je vais l'évoquer, le principe c'est de ne pas laisser à ton esprit la charge mentale de devoir se rappeler de ce qu'il faut faire et au bon moment. Prends l'exemple extrême qu'il faut surtout pas mettre en œuvre, c'est t'as un rendez-vous, je sais pas, chez le dentiste dans un mois, t'as pas d'agenda, tu te dis ouais, Inch'Allah, je vais m'en souvenir. Ok, Inch'Allah, c'est Dieu qui crée le souvenir et l'oubli, mais fais les causes. Et si ta cause c'est je m'en souviendrai, je les garde dans ma tête, et que dans ton esprit s'accumule le fait de devoir se souvenir que le 12 février 2026, t'as un rendez-vous chez le dentiste, que la semaine prochaine t'es invité à un repas jeudi soir, il y a ton oncle qui t'a invité, il faut surtout pas rater le truc parce que ça fait longtemps que tu l'as pas vu et il commence à t'en vouloir. Que aussi t'as un point très important avec un de tes collaborateurs dans 3 jours. Et que tu as noté rien de tout ça, bah c'est le début de la fin. Pourquoi? Parce que si tu notes pas ça, ça reste dans ton esprit et tu laisses à ton esprit la charge de devoir se rappeler au bon moment la bonne chose à faire. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Bah ton esprit il sature. Au fur et à mesure, ce qui se passe, des clients à moi que j'ai accompagnés, qui sont maintenant devenus des grands entrepreneurs, qui me disaient Slimane, il faut que tu m'aides. Là, dès que je reçois une notification de mail, il y a mon cœur, il commence à s'emballer, commence à palpiter en fait. Et ça, c'est les signes d'un burn-out. Et quand tu laisses à ton esprit le soin de devoir se rappeler au bon moment des bonnes choses à faire, parce que t'as pas un système d'organisation externe à ton esprit, il sature, t'es pas efficace. C'est un peu à l'image d'une personne. Imagine-toi, t'es chez toi, il y a une personne qui en permanence frappe à la porte. Au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Ben, quand tu laisses à ton esprit le soin de devoir se rappeler lui tout seul des bonnes choses à faire, eh ben c'est en toile de fond de ton esprit, il y a quelque chose qui tape en permanence. Et c'est normal que les gens pètent un plomb, qui sont pas efficaces. Donc, la base de la méthode Getting Things Done, que j'ai évoquée de David Allen, ou de plein d'autres qui existent, c'est de avoir un système d'organisation qui est externe à ton esprit, dans lequel tu vas vider tout ton esprit de toutes les choses que tu as à faire. Et une fois que t'as mis ça dans ce qu'on appelle des boîtes d'entrée, eh ben, tu tries ces choses-là. Dans les méthodes Getting Things Done, il y a une manière de trier, par exemple, tu auras un classeur qui peut être un classeur informatique, un fichier Excel, les choses que je dois faire à la maison, les choses que je dois faire quand je suis au bureau, les choses que je dois faire quand je suis à l'extérieur, les choses que je dois faire qui concernent une affaire avec la personne X, avec la personne Y, avec la personne Z, parce qu'il y a des choses que tu dois mettre en place dans ta vie, des actions que tu dois mener qui dépendent pas que de toi, des choses que tu dois voir avec ton épouse, des choses que tu dois voir avec un de tes employés, les choses que tu dois voir avec un de tes enfants. Donc, il y a des classeurs pour trier toutes les choses que tu dois faire et que tu as vidé de ton esprit. Et après, une fois que tu as fait ça, et ben là, tu vas organiser les choses, tu vas prioriser. D'accord? Tu vas prioriser quelle chose je dois faire avant telle autre chose. Et la priorisation, elle se fait quoi? Elle se fait en fonction des deadlines qu'il y a. D'accord? Je te donne un exemple. Forcément, on est obligé de prendre en compte cette notion de deadline. Si tu dois faire ta déclaration d'impôt avant le 31 mai, et qu'on est le 30 mai, au soir, il te reste un jour, bah, même si t'as pas envie de le faire, même si c'est pas le truc de fou qui va t'amener énormément de plus-value dans ta vie, le fait de remplir ta déclaration d'impôt, t'es obligé de le faire. Il y a une contrainte de temps. Après, il y a une question de valeur. Si ta valeur, il y a plein de gens qui disent, ouais, moi, ma valeur, c'est la famille, c'est très important pour moi. Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais pour renforcer les liens avec tes enfants? Qu'est-ce que tu fais pour renforcer les liens avec tes épouses? Bah, rien du tout. Bah, si tu planifies pas, tu prévois d'échouer, comme on l'a dit tout à l'heure. If you fail to plan, you plan to fail. Donc tu vas mettre des actions, même si tu dois bousculer des choses dans ta carrière professionnelle, dans ton entreprise, tu vas dire à partir de maintenant, pour être en accord avec mes valeurs, je vais prioriser tous les jours, sous la forme d'une routine, un temps que je vais passer pour faire la discussion à mon épouse ou à mes enfants. Ou un temps, une soirée où je vais sortir avec mon épouse, je vais laisser les enfants à la nounou, et je vais sortir avec mon épouse au restaurant. Tu vois? Donc, la priorisation, elle se fait en fonction de tes valeurs, en fonction de la direction que tu t'es fixée dans la vie. La direction, ça peut être, on peut l'assimiler à ta grande mission de vie sur laquelle doivent se rejoindre tous tes objectifs. Un exemple de direction, c'est être un être humain
qui va apporter de la valeur aux êtres humains et qui va les aider à se développer personnellement et à développer des entreprises et à mettre en place des projets et être plus heureux. Si ça, c'est une de tes grandes directions, une de tes grandes missions de vie qui est de être utile à l'humanité, tu dois faire en sorte que tous tes objectifs se rejoignent sur cette direction. Et la priorisation de tes actions va se faire en fonction de cette direction-là. Tu vois? Si tu veux être un être humain utile aux autres, utile à ta famille, tu auras un temps pour mener des actions, pour consolider tes rapports avec ta famille, pour aider les gens, etc. Avoir un système d'organisation externe à son esprit, c'est ça la base de l'organisation pour être efficace et productif. Alors, on a parlé des habitudes, on a parlé de plein de choses qui contribuent à la réussite, mais j'aimerais bien qu'on aborde le sujet de l'environnement. En quoi est-ce que ça joue un rôle clé dans la réussite? Là, pareil, c'est là aujourd'hui que tu as évoqué que des thèmes dont on pourrait faire des podcasts à part entière. Mais pour essayer d'aller à l'essentiel, là, je vais aussi partir d'une citation. C'est celle de Jim Rohn, qui est un grand mentor en efficacité, qui est mort il y a quelques années. C'est un contemporain. Il a dit la chose suivante: on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Et il a raison. Et même à dire vrai, les gens n'ont pas attendu Jim Rohn pour comprendre que l'influence de l'environnement dans lequel on évolue au quotidien. Regarde, même quand tu as le bon sens paysan, que tu n'as pas fait de diplôme, tu es une maman, tu dois éduquer tes enfants. Et c'était le cas pour ma mère, elle a pas un bac plus 5, ma mère. Et même ta mère qui a le bon sens paysan, elle a su te dire quand tu étais petit, non, fais attention à tes fréquentations, à ton entourage. Et ça rejoint ce qu'on disait au départ de ce podcast. On disait que on a tendance naturellement à pomper les schémas de pensée et les schémas de comportement des gens qui nous entourent. Donc si toi aujourd'hui tu veux devenir un entrepreneur à succès, gagner beaucoup d'argent, logiquement et suite à ce qu'on a dit, tu as tout intérêt à traîner avec des entrepreneurs et des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Si tu es au quotidien entouré de gens qui sont au RSA, qui sont sous perfusion avec les aides sociales et qui quand tu leur dis ouais viens on se bouge un peu, on va apprendre le business, on va apprendre le marketing, ils disent ouais non moi je suis bien, il y a mon RSA qui est tombé ce matin, je suis allé faire les courses chez Lidl, j'ai pris des barres chocolatées, des crèmes glacées pour être tranquille ce soir devant la Ligue des Champions et devant Netflix. Si tu traînes qu'avec des personnes comme ça, que va-t-il en advenir de toi? Et c'est logique, mais il faut que vraiment les gens se rendent compte qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Quand j'ai dit on n'a pas attendu Jim Rohn pour comprendre ça, même dans la religion on a appris ça, que on va être influencé par notre entourage, et bonheur à celui qui est au quotidien au contact de personnes vertueuses, et malheur à celui qui malheureusement est au contact au quotidien de personnes qui font des péchés, qui font n'importe quoi et qui ont aucune ambition. D'accord? Et le truc, c'est que si toi, t'as pas la chance aujourd'hui d'avoir un entourage de qualité, ça doit être une de tes grandes priorités. Te débrouiller pour pouvoir être au contact de gens qui vont te booster, qui vont te motiver, qui vont te montrer le bon chemin, qui vont te montrer le bon mindset. Parce que tu vas pomper l'énergie, les schémas de pensée et d'action des gens que tu fréquentes le plus. D'accord? Et toi, si on remarque bien, toi, tu m'as parlé d'environnement, moi j'ai parlé d'entourage. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, il y en a un qui est inclus dans l'autre. L'entourage, c'est une dimension de ton environnement, de l'environnement dans lequel tu évolues au quotidien. Et ça nous permet de rappeler que, en plus de veiller à soigner ton entourage si tu veux réussir, par exemple, en business, être au contact d'entrepreneurs, de gens qui gagnent beaucoup d'argent, etc., il faut aussi que tu fasses attention aux sources d'informations et au contenu qui parvient à ton esprit au quotidien. Je vais donner un exemple. Que crois-tu qu'il va advenir de toi si, à longueur de journée, la seule source d'information et de contenu qui parvient à ton esprit, c'est BFM TV? Les problèmes, les histoires à travers le monde, les guerres, les conflits, les débats d'idées qui n'ont ni queue ni tête. On se bagarre sur des plateaux pour telle ou telle chose qui est insignifiante dans la société actuellement. Si toute la journée ton esprit s'imbibe de ces informations-là, c'est normal que t'es démotivé. C'est normal que t'as le moral dans les chaussettes. C'est normal qu'après t'as pas le mindset et la force et l'énergie pour aller de l'avant, construire des projets, des multinationales, etc. D'accord? Par contre, si face à ça t'abandonnes tout ce qui est ces news négatives, aussi, il n'y a pas que BFM TV, il y a le fait de scroller toute la journée sur les réseaux sociaux, sur les comptes, les nanas, pas que les nanas, hein, il n'y a pas que les influenceuses, il y a les influenceurs qui racontent leur vie, qui racontent leurs courses chez Lidl, qui racontent leurs courses chez Action. Si toute ta journée c'est ça ton contenu, c'est normal, tu n'auras pas la matière, l'environnement pour aller de l'avant. Par contre, si tu troques ça contre du contenu inspirant, il y en a aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est à une époque où grâce à Internet, si on l'utilise à bon escient,
On peut avoir accès à des informations incroyables. On peut avoir accès à du contenu inspirant, motivant, de gens à succès qui ont le bon mindset, qui ont les bonnes stratégies, qui vont même te les partager parfois gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est l'environnement, ça influe plus sur le succès. Ton environnement, c'est l'entourage de qualité, des gens qui vont te booster au lieu de te démotiver, des gens qui ont réussi au lieu des gens qui ont échoué, et aussi le contenu que tu consommes. Sur les réseaux sociaux, à la télé, je vais donner un exemple. Moi, je suis abonné à Netflix. Je prends souvent l'exemple pour parler de la prison du salariat et de la prison actuelle dans laquelle on enferme les gens. Je dis souvent métro, boulot, Netflix, dodo. En réalité, moi, je suis abonné à Netflix. Je m'en cache pas. Parce que sur Netflix, t'as du contenu qui sert à rien, t'as du contenu perte de temps, t'as du contenu inspirant. Je te donne un exemple. J'étais avec les enfants. Voilà, vous voulez se poser, regarder quelque chose. Et j'ai dit, au lieu de regarder n'importe quoi ou du foot comme je le fais parfois avec mes fils, j'ai dit on va regarder un documentaire qui va nous apporter quelque chose dans la vie. Et là, je suis tombé sur un documentaire sur un agent immobilier. C'est l'histoire d'un agent immobilier à New York. Et le mec, donc il explique son quotidien dans son agence immobilière à New York. Et c'est un mec qui est parti il était un simple agent immobilier au départ. Il a construit une des plus grandes agences immobilières sur New York actuellement. Et dans l'épisode qu'on a regardé avec les enfants, le mec, on le voyait avec lui et ses collaborateurs et ses agents, il vendait des biens sur New York, des transactions à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et à un moment donné, on le voyait en train de vendre un penthouse à New York à 250 millions de dollars. Imagine-toi. Et on voyait un peu que les mecs, ils avaient l'esprit no limit. Tu vois, tout est possible. Tu sais, c'est le mindset à l'américaine, tout est possible. Même si j'ai grandi dans un quartier défavorisé, je peux 10 ans plus tard être un mania du pétrole ou un mania de l'immobilier. Et c'était son cas. Et là, j'ai fait comprendre aux enfants, j'ai dit, vous voyez, c'est le fait d'être au contact de gens comme ça, ou de voir des gens comme ça évoluer, qui va nous faire prendre conscience que l'abondance, elle est partout. Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Alors que si t'es resté toute ta vie dans ton quartier, et il y en a comme ça, moi je t'assure, il y a des gens qui ont plus de 40 ans maintenant, ils habitent encore dans le quartier dans lequel moi j'ai grandi. Je me dis, mais c'est un truc de fou. Dis-moi, ça me paraît être à des années-lumière. J'ai eu 5 vies au moins depuis l'époque où j'ai quitté le quartier, la cité dortoir dans laquelle j'ai grandi. Eux, ils sont toujours dans le quartier. Donc si tu restes toute ta vie dans le même quartier, avec les mêmes idées, avec les mêmes gens qui broient du noir à longueur de journée, avec les mêmes gens qui n'ont aucune ambition et qui dépendent que des aides sociales, là, je suis en train de donner un portrait très noirci du quartier. J'exagère à peine, parce que c'est la vérité. Eh ben, forcément, au final, quand on va te dire à la télé que c'est la crise, que tout va mal, qu'il n'y a pas d'argent, c'est normal que tu finis par y croire. Et c'est bizarre, mais quand tu regardes de l'autre côté ce genre d'émission, parce que tu n'as peut-être pas la chance aujourd'hui encore de fréquenter des grands entrepreneurs, tu regardes ces émissions, tu te dis en fait l'argent il est partout. Ces gens-là qui sont partis de rien, ils en viennent à faire des transactions à des dizaines de millions de dollars. Comment moi je peux pas trouver au moins 20 000 euros ou 30 000 euros pour investir dans un business et changer ma vie? Parce que oui, effectivement. Et c'est ce que je dis aux gens que j'accompagne. Peut-être qu'avec zéro, tu peux pas faire 1 million. C'est une réalité. Parce que l'excuse des gens de notre siècle, je le rappelle comme ça au passage, des gens qui veulent se lancer mais qui se lancent pas. Ouais, mais Slimane, c'est facile à dire. Ouais, j'aimerais me lancer moi aussi, c'est clair, être libre financièrement, mais moi j'ai pas d'argent et pour se lancer, il faut de l'argent. Oui, je suis d'accord. Mais qui t'a dit que tu pouvais pas aller en chercher si à l'instant T t'as pas d'argent? Tu peux aller en chercher. Et les gens, ils ont cette croyance limitante que si j'ai pas de sous à l'instant T, je suis condamné toute ma vie à l'échec. Il y a partout de l'abondance. Regarde des émissions comme celle que je suis en train de décrire, où tu vois qu'il y a des gens qui évoluent, qui sont partis de rien, qui évoluent à une échelle de dizaines de millions de dollars. Tu peux pas trouver, toi, 20 000 euros pour construire une belle petite PME, et c'est suffisant, qui va te permettre derrière de générer 10, 15 000 euros net de revenus par mois, et être heureux, t'expatrier, mettre tes enfants dans des écoles privées, arrêter de dépendre, d'avoir l'épée sans cesse sous la gorge, à dépendre de la CAF. Punaise, si la CAF, elle me coupe 200 euros sur les 800 euros qu'elle me donne, ça y est, je pourrais plus manger le mois prochain, et on va se retrouver à galérer à manger. 10 000 euros par mois, ça suffit pour la plupart des gens à vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Pour ça, il faut un minimum d'argent. Pour avoir un minimum d'argent, il faut croire qu'on est capable d'aller chercher si on ne l'a pas aujourd'hui. Et pour le croire, il faut être dans l'environnement qui te fait prendre conscience que l'abondance, elle est partout.
et que certes, si toi, t'es peut-être pas capable à court terme de trouver des dizaines de millions d'euros, tu peux trouver 20 000 euros. Donc, l'environnement, c'est les personnes que tu fréquentes et également les sources d'informations qui parviennent à ton esprit au quotidien. Maintenant, j'aimerais bien qu'on passe à un autre thème, c'est comment reprogrammer son cerveau pour atteindre ses objectifs. Et la première question, ce serait, quels sont les blocages mentaux les plus courants chez les entrepreneurs? Alors là, il faut scinder, je pense, en deux parties. Les entrepreneurs débutants, qu'on accompagne à la Wake Up Academy, et les entrepreneurs qui ont un certain niveau déjà. Les deux, ils ont des croyances limitantes. Les entrepreneurs, on accompagne les deux types d'entrepreneurs à la Wake Up au passage. Mais les entrepreneurs qui sont débutants, c'est toujours les mêmes croyances limitantes. C'est je vais jamais y arriver, je suis pas capable. C'est j'ai pas d'argent, qu'on vient de le dire. Du coup, ouais, je peux pas me lancer parce que j'ai pas d'argent. T'as aussi ouais, je suis une femme, parce qu'on accompagne pas mal d'entrepreneuses à la Wake Up. Je suis une femme, j'y arriverai jamais, j'aurai jamais assez le temps entre j'ai mon job actuel que je peux pas lâcher du jour au lendemain. En plus de ça, je dois faire la popote, je dois m'occuper de ma famille, je dois faire le repas, je dois faire le ménage à la maison. J'aurai jamais le temps. C'est ça les croyances limitantes. Et en fait, quand tu regardes chacune de ces croyances limitantes qui au final se transforment en une excuse qui empêche la personne de se lancer, chaque croyance, chaque excuse, il y a largement de quoi les détruire. Et j'ai pas le temps. Ça revient à ce dont on a parlé tout à l'heure avec le fait d'apprendre la science qu'on appelle l'organisation et l'efficacité personnelle et professionnelle. Nous, à la Wake Up, on enseigne ça aux gens, notamment aux femmes qui doivent jongler entre elles ont un travail, elles ont les enfants, la maison, et en même temps, elles ont le mari, elles doivent s'occuper, et en même temps, elles doivent lancer un projet d'entreprise. Moi, j'ai pas le temps, Slimane. Elles me disent, comment je fais? Je dis, t'as besoin d'1 heure par jour. Minimum. Mais je les ai pas. Actuelles. Et je dors que 5 heures par nuit. Effectivement, c'est pas forcément la meilleure idée, c'est pas forcément de passer de 5 heures à 4 heures de sommeil. Parce que pour la plupart des gens à notre époque, 5 heures de sommeil, c'est juste. Il faut savoir une chose, c'est qu'en apprenant cette science de l'efficacité personnelle et professionnelle, la science de l'organisation, la science de la gestion du temps, mécaniquement, tu vas économiser 2 heures de ton temps chaque jour que tu avais l'habitude de gaspiller inconsciemment parce que tu connaissais pas le b.a.-ba de l'organisation et le b.a.-ba de la gestion du temps. Allez voir, tapez sur Google loi de Pareto, loi de Parkinson, loi de Laborie. Si tu maîtrises ces trois lois du temps, c'est la base de la gestion du temps, déjà tu récupères minimum 1 heure par jour que tu vas pouvoir réinvestir sur ton projet. J'ai pas d'argent, j'aimerais me lancer, mais j'ai pas d'argent, je suis à découvert depuis des années, j'arrive même pas à joindre les deux bouts avec les 1600 balles que me donne mon employeur pour pouvoir payer mon loyer, nourrir mes enfants, les éduquer. En fait, là, c'est quelque chose d'élémentaire, mais que les gens oublient. Si t'as pas d'argent, qui te dit que tu peux pas aller en chercher, en fait? Il est où le problème? Il y a pas de problème, il y a que des solutions. Et les gens me disent, oui, Slimane, mais je vois où je veux en venir, mais moi, je suis désolé, je fais pas de prêt bancaire, le riba, les intérêts, c'est pas mes valeurs. Mais qui t'a dit que les banques, elles ont le monopole pour prêter de l'argent aux gens à notre époque? Moi, quand j'ai commencé les premiers business, j'étais fauché comme les blés, j'étais étudiant, j'habitais dans une cité, ma mère, elle était femme de ménage. J'ai emprunté de l'argent. J'ai fait preuve d'ingéniosité, je suis allé chercher de l'argent, et après, j'ai remboursé les gens, Dieu merci. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que les banques, il y a ton entourage, il y a toi, s'il n'y a pas ton entourage, il y a des prêts d'honneur, il y a des subventions, il y a le crowdfunding, il y a le financement participatif, il y a des investisseurs privés. Comment ils font les gens de 18 piges partout dans le monde pour lever des millions d'euros pour monter des applis? C'est même pas des trucs palpables, c'est des applications qui nécessitent des millions d'euros. Uber, comment il a fait pour monter Uber? C'est une application qui est valorisée à des milliards maintenant. Il a fait des levées de fonds. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec l'émission sur l'immobilier. Si toi, tu te sens pas capable aujourd'hui d'aller chercher de faire des levées de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros, tu peux pas faire une levée de fonds de 15 000 euros pour monter un business solide qui va te permettre de générer déjà à court terme 5-10 000 euros net de revenus et changer de vie, quitter le métro boulot dodo, t'expatrier, offrir un bel avenir à tes enfants, les préserver, les mettre dans des écoles privées. C'est largement à ta portée, mais c'est une question de croyance. Donc celle-là, c'est j'ai pas le temps, je suis pas à la hauteur. Et j'ai pas les moyens, j'ai pas d'argent. Chaque croyance limitante, il y a de quoi les détruire en 2 minutes. Et les entrepreneurs qui ont déjà avancé, leur croyance limitante, c'est la croyance de j'ai pas les épaules pour passer au step supérieur. En réalité, pour passer au step supérieur dans un business, tu commences à gagner de l'argent, 5-10 000 euros,
Tu vois, tu veux passer de 10 à 100 000 ou de 100 000 à 1 million. Là, en général, il y a deux choses qui te permettent de passer au stade supérieur et de casser cette croyance de ouais, moi je suis un petit entrepreneur, je pourrais jamais devenir un moyen et un grand entrepreneur. C'est le mindset. On obtient dans la vie en proportion du niveau de mindset, du niveau de développement intérieur qu'on a réussi à atteindre. D'accord? Donc avoir des mentors qui vont te permettre d'aller au mindset supérieur, à la vision supérieure, à faire sauter les croyances limitantes que tu as. Et deuxièmement, c'est les stratégies. Si tu gagnes déjà 10 000 euros par mois avec un business, tu as fait le plus dur. Là, c'est la deuxième étape, c'est le scaling, c'est-à-dire attiser une flamme qui existe déjà. Et là, qu'est-ce qui permet d'attiser les flammes qui existent déjà? C'est des stratégies plus poussées en termes marketing et communication, et c'est aussi un budget marketing supérieur. Qu'est-ce qui sépare une moyenne entreprise d'une grande entreprise? C'est des stratégies plus poussées, et ça s'apprend, tu peux apprendre. C'est à la portée de tout le monde en réalité. Et c'est un niveau de un budget publicitaire qui est supérieur, c'est tout. Et un mindset, on en a évoqué juste avant. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'identité. Comment est-ce que l'identité, elle joue un rôle dans la réussite? Je sais pas si on pourra la diffuser au montage. Je fais un appel au vidéaste et à celui qui montera le podcast. C'est au moment où je parle, on pourrait mettre une infographie que je diffuse aux gens de mon programme Objectif Ambition à la Wake Up. C'est la pyramide de Dilts. Dilts, c'est un de mes mentors. Robert Dilts, c'est un Américain spécialiste de la programmation neurolinguistique. C'est la science qui permet de mieux exploiter le potentiel de son cerveau, en résumé. Et là, il parle d'un concept très intéressant, c'est les 5 niveaux de changement. Les 5 niveaux de changement, en résumé, c'est quoi? C'est 5 niveaux qu'il faut aligner dans ta vie si tu veux réussir à avancer, à mettre en place des grands projets, à mettre en place du changement dans ta vie. C'est-à-dire un changement, gagner plus d'argent, avoir plus d'amour. La plupart des gens, et ce concept, il est intéressant parce que il nous révèle que les gens qui sont bloqués dans la vie, qui n'arrivent pas à avancer dans un domaine donné. Par exemple, t'aimerais avoir plus d'argent, être un entrepreneur, t'as essayé 12 fois, t'arrives pas. Eh ben, la théorie de cette pyramide de Dilts, de ce concept des 5 niveaux de changement, on peut l'appeler les deux, c'est que si t'arrives pas à avancer, tu tournes en rond dans un domaine, c'est qu'il y a un des 5 niveaux de changement que t'arrives pas à aligner. D'accord? Les 5 niveaux de changement, c'est quoi? Tout en haut, il y a l'identité. Pour avancer et avoir plus d'argent, il faut que tu aies l'identité de celui qui gagne plus d'argent. En dessous, il faut que tu aies les croyances de celui qui est capable de gagner plus d'argent, et ça on en a parlé tout à l'heure. En dessous, le 3e niveau de changement, c'est les compétences et les connaissances. En dessous, le 4e niveau de changement, c'est le comportement lui-même, le nouveau comportement auquel tu as envie d'adhérer, c'est-à-dire en soi le changement que tu as envie d'apporter dans ta vie, qui consiste peut-être à gagner plus d'argent qu'avant. Et le 5e niveau de changement, c'est l'environnement. C'est bizarre. On a parlé de tous ces niveaux de changement dans ce podcast-là. Sauf de l'identité. Alors, on va d'abord reprendre les 4 autres niveaux de changement. On a dit les croyances. Bah, c'est simple. Si t'as pas les croyances du succès, si tu crois que t'es pas capable, tu vas jamais agir et t'auras pas le succès. Donc, il faut casser les croyances limitantes et les transformer, comme on l'a fait au début du podcast, en croyances aidantes. Avoir les bonnes croyances du succès pour gagner plus d'argent. Il faut les compétences et les connaissances. On en a parlé. Si moi, avec une personne qui veut que je l'aide à lancer un business dans Objectif Ambition, je ne fais que lui donner les bonnes croyances. Et si je lui apprends pas le marketing, la com, les techniques de vente, il va jamais réussir en business. Donc les bonnes croyances, les bonnes compétences, ça c'est l'autre niveau de changement à aligner. À aligner avec le 4e niveau de changement qui est le nouveau comportement qu'on veut mettre en place dans notre vie, qui consiste par exemple dans notre exemple à gagner plus d'argent. Et le 5e environnement, le 5e niveau de changement, c'est l'environnement. Si tu as un environnement où il y a que des gens qui ont zéro ambition, qui vivent du RSA, qui quand tu leur dis viens on va apprendre pour aller plus loin dans la vie, te disent laisse-moi tranquille, j'ai mon émission, mon match préféré tout à l'heure, etc. Tu vas pas arriver. Il faut que tu alignes le niveau de changement qui s'appelle l'environnement avec le succès, c'est-à-dire avoir l'environnement avec des entrepreneurs, avec des gens qui sont ambitieux, avec des gens qui ont un bon mindset, etc. Il faut aussi la bonne identité, parce que si tu as le bon environnement, aligné avec le nouveau comportement que tu veux mettre en place dans ta vie, qui est d'avoir plus d'argent, si tu as les bonnes croyances, si tu as les bonnes compétences, marketing, etc., pour avoir plus d'argent, mais que tu n'as pas la bonne identité, tout, depuis la base, s'effondre. Parce que la base, c'est avoir l'identité nécessaire au succès. C'est quoi d'abord, avant de dire c'est quoi l'identité nécessaire au succès, c'est quoi l'identité déjà? Ça veut dire quoi, une identité?
Chaque corps de métier a sa définition. Les philosophes, ils vont te dire leur définition de l'identité. Les sociologues, ils vont te dire la leur. Les anthropologues, ils vont te dire la leur. Les psychologues, ils vont te dire la leur. Chacun a son idée de ce que ça signifie l'identité. Moi, je vais pas vous embrouiller l'esprit, vous inquiétez pas. Je vais vous la faire très très simple. L'identité, en résumé, dis-toi, c'est ce que tu te dis de toi en 3 mots, ce que tu penses de toi en 3 mots quand tu te regardes dans le miroir. Et si aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir et tu te dis sincèrement, qu'est-ce que je pense de moi? Et tu te dis, ce que je pense de moi, c'est nul, incapable et je mérite pas, pour X raisons, comment veux-tu réussir dans la vie, dans l'entrepreneuriat, gagner plein d'argent, être heureux, être successful en amour, en amitié, etc. Donc il va falloir déconstruire cette identité et reconstruire une identité qui est propice au succès. Une identité qui fait que quand tu te regardes dans le miroir chaque matin avant de partir, sortir de chez toi, tu te dis qu'est-ce que je pense de moi, que tu te dises je suis capable, je mérite, et même si aujourd'hui à un instant T de ma vie je suis pauvre, ça me définit pas en profondeur la pauvreté. C'est juste un état financier à un instant T de ma vie. Et que je peux très bien rebondir, et que pour rebondir, il faut que j'apprenne et que je mette en place un business. Ce sera la cause pour moi pour avoir plus d'argent. Donc l'identité, c'est tout en haut de la pyramide de Diels, c'est ce dont tout le reste va découler. C'est de ton identité qui dit, voilà, je mérite, je suis capable et je vais y arriver, que découlent les croyances que tu peux le faire et que tu vas y arriver. Que découle ensuite ton passage à l'action pour apprendre les compétences et les connaissances dont tu as besoin pour réussir. Et aussi, tu vas veiller en parallèle à avoir le bon environnement. Si tu as ces 4 choses qui sont alignées avec le fait de devenir un entrepreneur à succès et être riche, là, tu vas réussir. Et si aujourd'hui, vous avez essayé 10 fois, ça, c'est un grand motif d'espoir, hein. Vraiment, j'insiste pour toutes celles et ceux qui nous regardent. Si vous faites partie des gens qui galèrent depuis 10 ans, vous avez essayé 10 fois, vous avez fait du dropshipping, de l'affiliation, du e-commerce, vous avez testé tout ce qui est à la mode là et qui en général ne marche pas, ou si ça marche, c'est aussi difficile que le reste alors qu'on vous a fait croire que c'est facile. Il y a un des 4 niveaux de changement qui n'est pas aligné avec le 5e, c'est-à-dire le fait d'être riche et de gagner plus d'argent qu'avant. C'est soit ton environnement qui bloque, t'as pas le bon environnement, soit t'as pas acquis les compétences. Et il y a plein de gens, quand je leur explique ça, ils me disent, ah ouais, c'est vrai, Slimane, j'ai essayé 8 fois, de réussir en entrepreneuriat, mais je me rends compte que j'ai jamais appris ni le marketing, ni la com. Ah ouais? Voilà. Donc, t'as le niveau de changement qui est pas aligné, qui s'appelle le niveau des compétences et des connaissances. Donc, si t'as pas réussi alors que t'as essayé 10 fois, c'est soit ton environnement qui bloque, t'es entouré que de personnes démotivantes, qui ont aucune ambition, qui ont pas le bon mindset, soit c'est au niveau des compétences, tu connais ni le marketing, ni la communication, ni les réseaux sociaux, après tu t'étonnes que ça marche pas, ou peut-être t'as pas les bonnes croyances. Jusqu'ici, tu pensais que t'étais incapable et que tu méritais pas de réussir. Si t'as ces croyances-là dans la toile de fond de ton esprit, tu vas pas être assez fou pour ne serait-ce que tenter une fois de te lancer dans un truc que tu penses ne pas être capable de réussir. C'est pour ça que les gens ne réussissent pas, parce qu'ils passent par l'action. Ils passent par l'action parce qu'ils n'ont pas les bonnes croyances dans leur esprit. Et donc là, ça rejoint ce qu'on disait au tout début du podcast. Le point de départ, c'est de la réussite, c'est les croyances. Si tu as les bonnes croyances, t'as les bonnes compétences, t'as le bon environnement, mais que tu n'y arrives toujours pas depuis 10 ans, c'est peut-être parce que t'as pas la bonne identité telle qu'on vient de la définir. Et il va falloir faire un shift et déconstruire la mauvaise identité que tu avais de toi-même et la transformer en une identité qui te dit quand tu es en face du miroir, je suis capable, je vais y arriver, je mérite. Il y a un écueil que rencontrent beaucoup de jeunes entrepreneurs, c'est la problématique du passage à l'action. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à passer à l'action. Pour toi, quelle est la solution ? C'est bien cette question, je sais pas si c'est ta dernière question, mais en tout cas, ça nous permet de boucler la boucle et de revenir sur ce avec quoi on avait commencé. En général, c'est bon signe, ça veut dire que le podcast, il a été bien construit. La clé, c'est le passage à l'action, je l'ai dit tout à l'heure. Tout le monde te le répète. Toutes les vidéos de motivation sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, bats-toi, relève-toi, passe à l'action. Ok, d'accord. Mais moi, si je suis dans le cas de la personne qui a compris que pour aller mieux dans la vie, il fallait avoir des résultats, il fallait passer à l'action,
Mais si je suis dans le cas de la personne qui a compris ça, mais qui arrive toujours pas, j'aimerais qu'on m'explique comment on fait pour être de ceux qui passent massivement à l'action. Parce que ce que j'aimerais rajouter, c'est que passer à l'action, c'est une chose, mais pour réussir, il faut passer massivement à l'action. Et c'est ce que n'arrivent pas à faire la plupart des gens. T'en vois plein. 1er janvier, résolution de début d'année, t'as tous les mecs, les Tony Robbins, les Gary Vaynerchuk, tous les grands coachs américains qui font leurs vidéos de motivation, là, qu'on traduit en français. Et tout le monde est chaud patate. Tout le monde reprend la salle de sport, tout le monde reprend le régime qu'on a délaissé pour perdre un peu de vent, tout le monde reprend le projet d'entreprise. Fin janvier, il n'y a plus personne. Je le vois, moi. Ça fait des années que j'accompagne les gens. Tout le monde est chaud en début d'année. La fin d'année, à peine fin de mois de janvier, il n'y a plus personne dans les salles de sport, il n'y a plus personne dans le pâté de maison qui continue à faire son jogging. Tout le monde a abandonné. Parce que il y a une stratégie pour passer à l'action. Massivement. C'est quoi? C'est de comprendre, comme je l'ai dit au début, que la motivation à elle seule ne suffit pas pour aller au bout d'un projet qui nécessite des mois de construction. D'accord? La motivation, elle est au top aujourd'hui, le lendemain, elle est plus basse que terre. Elle revient, elle redescend. Ça fluctue trop, c'est pas assez constant pour aller au bout d'un projet qui dure des mois. Motivé pour faire le ménage, d'accord. Allez, aujourd'hui, je suis motivé, je vais faire mon ménage, ma maison, elle est sans dessus-dessous. Ça nécessite de quoi? 2 heures. Le ménage, ça nécessite 2-3 heures maximum. Donc, un shoot de motivation est suffisant pour faire le ménage et remettre au carré ta maison. Mais un projet entreprise, ça nécessite des mois. Ça nécessite des centaines d'heures de travail. Comment la motivation à elle seule va t'amener au bout? C'est une programmation du cerveau qui va faire que tu vas réussir à passer à l'action massivement, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, et écoute bien, quel que soit ton niveau de motivation. Les gens aujourd'hui se trompent complètement de chemin. Ils sont là à chercher à longueur de journée des shoots de dopamine, des shoots de motivation, en regardant des vidéos de motivation, en regardant des séries télé, ou en mangeant un hamburger frites pour soulager ta peine de pas vivre la vie que tu as envie de vivre, ou fumer des clopes. C'est clair que ça, à court terme, ça soulage, hein, de fumer des clopes, de manger un hamburger frites, des pizzas, de la malbouffe. Mais même pas le lendemain, à peine, t'es de nouveau démotivé. Donc ne soyez pas des drogués, si vous me permettez l'expression, c'est très important, à la recherche des shoots de motivation. Parce que tu vas commencer un truc, mais au bout de 2 semaines, tu vas abandonner. Donc, la clé pour être constant sur le long terme, c'est l'autodiscipline. Et moi, ce que j'enseigne aux gens, je terminerai ma réponse là-dessus, c'est une stratégie d'autodiscipline qui permet à la personne, quel que soit son degré de motivation, qu'elle soit motivée ou pas, que dehors il pleuve ou qu'il fasse beau, que on t'ait mal parlé ce matin au travail ou qu'on t'ait complimenté ce matin au travail, peu importe, t'as programmé ton cerveau pour agir de manière constante, coûte que coûte, et aller jusqu'au bout de ton projet et le réussir. L'autodiscipline. Alors il y a des stratégies, moi j'enseigne une stratégie qui s'appelle la puissance des habitudes, dont j'ai fait un livre d'ailleurs qui s'appelle la puissance des habitudes, et dans ce livre j'explique une stratégie de programmation du cerveau pour que la personne elle soit autodisciplinée et qu'elle aille au bout de son projet. Comment on fait ça? On programme son cerveau à agir quelles que soient les conditions, à aller courir 4 fois par semaine, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve dehors, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, qu'on soit fatigué ou pas fatigué. On programme notre cerveau à prendre un cours de business, de marketing, de com tous les jours pendant 1 an. C'est ce qu'il faut en gros pour apprendre le business et avoir un business solide derrière, quel que soit notre niveau de motivation. Comment on fait ça? On se base sur le principe des habitudes. L'habitude, c'est quoi? C'est une action que tu vas répéter tellement de fois, mécaniquement, qu'au bout d'un moment, il y a un chemin neuronal qui va se dessiner dans ton cerveau et qui va matérialiser cette habitude que tu vas pouvoir déclencher à n'importe quel moment dans ta semaine et dans ton mois, même si t'as pas envie. Comment font les gens pour s'entraîner tous les jours 2 heures à la salle de sport? Au début, c'était dur. Ils ont serré les dents parce que leur cerveau n'était pas habitué. Donc ils ont pris sur eux, ils ont patienté, et au bout d'un certain nombre de fois qu'on a répété cette action-là, il y a un chemin neuronal qui s'ancre et qui fait que tu vas être en mode pilote automatique. Et que tu vas être capable d'aller à la salle de sport ou de prendre ton livre pour réviser tes cours de marketing, même si t'as pas envie. C'est ce qu'on appelle le secret du pilotage automatique.
comment tu fais pour mettre des habitudes du succès dans ta vie et qui fait que tu vas être en mode pilote automatique? Alors, le mode pilote automatique, je le rappelle, c'est le principe, c'est tu mets en place les actions que tu as besoin de mettre en place pour réussir ton projet, que tu aies envie ou pas. T'as plus besoin d'être motivé pour le faire. Les gens, ils agissent que quand ils sont motivés. Mais comment tu fais quand t'es pas motivé? On est motivé même pas un jour sur 5, même pas un jour sur 7 en moyenne, les gens sont motivés. Là, 6 jours sur 7, les gens sont pas motivés. Donc comment tu fais pour agir 6 jours sur 7? Tu mets en place ta programmation dans ton cerveau. Comment? En répétant une action plusieurs fois d'affilée. Alors il y a combien de fois d'affilée? Pour passer du mode je dois forcer sur ma volonté, je dois être hyper motivé pour aller courir et pour apprendre le business et monter un business. A, j'ai pas besoin de faire d'efforts, c'est en mode pilote automatique, je le fais mécaniquement. Il y a des gens qui disent 21 jours. Il y a des gens qui disent plutôt 60 jours. Quelle est l'hypothèse la plus fiable? C'est l'hypothèse de Philippe Allali, qui est une universitaire de l'Université de Londres, qui a mis en évidence le fait qu'en moyenne, pour mettre en place une habitude du succès dans ta vie et être en mode pilote automatique, c'est-à-dire pouvoir faire les choses en mode mécanique sans avoir l'envie ou la motivation particulière de le faire, elle a dit c'est 60 jours. Au bout de 60 répétitions, après avoir répété une action 60 fois, apprendre un cours, pour apprendre le business, bien s'alimenter, faire une marche quotidienne ou faire une séance de sport quotidienne. C'est au bout de 60 fois que ça s'ancre dans ton cerveau et que ça passe en mode pilote automatique. Et que tu n'as plus besoin de faire d'efforts pour pouvoir t'adonner à ce que tu dois faire pour réussir. Tu n'as plus besoin d'être motivé pour le faire. Donc c'est à vous de serrer les dents dans un premier temps. Et une fois que tu as répété ça 60 jours d'affilée, après ça y est, tu es en mode, comme l'a dit le poète anglais, au départ, tu serres les dents, c'est toi qui dois façonner tes habitudes en répétant l'action au moins une 60aine de fois. Et ensuite, une fois que tes actions, tu les as façonnées, une fois que tes habitudes, tu les as façonnées en serrant les dents, ce sont tes habitudes qui te façonnent. Bah oui, parce qu'après, t'es en roue libre. C'est naturel pour toi d'avoir une séance d'apprentissage chaque jour. C'est naturel pour toi d'aller courir 30 minutes par jour. C'est naturel pour toi de te lever tous les jours à 5 heures du matin au lieu de 8 heures du matin comme avant. Et de perdre 3 heures de productivité dans ta journée. Il faut serrer les dents, faire 60 jours d'affilée, et ensuite t'es en mode pilote automatique, et là, plus personne peut t'arrêter. C'est ça le secret des plus grands. Alors, pour conclure, j'aurais 2 petites questions. Si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui veut développer un mindset de leader, ce serait quoi? On a parlé de plusieurs facettes du mindset depuis tout à l'heure. Si on a une sur laquelle on n'a peut-être pas assez assisté, sur laquelle j'aimerais conclure, c'est ayez une mentalité de leader, écoutez bien, versus la mentalité de victime. Ce qui fait la différence entre un mindset de celui qui réussit et le mindset de celui qui échoue dans la vie, bah c'est celui qui échoue. Regardez dans votre entourage, vous en avez forcément un comme ça, ou une. C'est celui qui se plaint toujours, qui, lorsqu'il échoue, il dit toujours que c'est de la faute des autres. C'est de la faute des gens qui l'ont mis des bâtons dans les roues quand il était plus jeune. C'est de la faute de la société qui leur a mis des bâtons dans les roues. C'est de la faute du marché de l'emploi qui est raciste. C'est de la faute de ses parents qui n'avaient pas d'argent quand il était jeune pour lui payer des grandes écoles. Il a toujours une excuse pour dire que c'est la faute des autres s'il n'a pas réussi dans la vie. Le mindset du leader, c'est le mindset complètement opposé. Écoutez bien, c'est là-dessus que je vais conclure. C'est le mindset de celui qui prend la responsabilité absolue de ses choix et de ses actes. Et qui a la lucidité de se dire que si dans un domaine de ma vie j'ai échoué, mon échec c'est pas de la faute des autres. C'est pas de la faute du président de la République. C'est pas de la faute de la terre. C'est le résultat de mes choix à moi que j'ai fait dans ma vie. Des décisions que j'ai prises pour moi-même et des actions que j'ai menées. Et que si je veux mieux dans la vie, plus d'argent, ou alors je veux plus d'amour, je n'en ai actuellement, plus d'abondance, plus de richesse matérielle, il n'appartient qu'à moi de faire des nouvelles actions différentes de celles que je menais jusqu'ici pour avoir des nouveaux résultats. Et là, on en vient à une règle d'or qui est extrêmement importante et que là aussi, la team, là je m'adresse à toutes celles et ceux qui nous écoutent, je vous incite à noter partout, chez vous, au bureau, etc. La règle d'or, c'est si vous voulez des nouveaux résultats cette année, il va falloir que vous meniez des nouvelles actions par rapport aux années précédentes. Parce que si vous continuez avec les mêmes actions et les mêmes excuses que vous vous êtes données jusqu'ici, vous aurez les mêmes résultats. Et ça n'avancera pas pour vous. Et
j'en viens à citer une citation qui va me permettre de conclure sur ce thème-là. C'est une citation que j'aime beaucoup, que je cite un maximum de fois, parce qu'elle m'a moi-même beaucoup parlé, et m'a permis de beaucoup avancer dans la vie. C'est la citation de John Fitzgerald Kennedy, ancien président des États-Unis, d'ailleurs tué dans des circonstances troubles. Ça, c'est un autre sujet qu'on discutera une autre fois. Il a dit la chose suivante. Il s'est adressé à sa nation, grand président des États-Unis, et centaines de millions de personnes. Il a dit la chose suivante. Il a dit, tout le monde veut du changement. Tout le monde veut plus d'amour, plus d'argent, plus de santé financière, plus de richesse matérielle. Tout le monde veut du changement. Mais personne ne veut changer. Alors résultat, rien ne change. N'attendez pas la team après le système, après la société dans laquelle vous vivez, pour vous ramener dans une cuillère, chez vous, tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Il va falloir que vous alliez le chercher. Et pour ça, il va falloir mener des actions. Pour passer à l'action, comme on l'a dit tout à l'heure, il va falloir que vous adhériez au bon mindset, aux bonnes croyances, au bon état d'esprit. Et c'est pour ça que j'ai tenu à organiser cet épisode de podcast qui parle de mindset. Et quelle est la première action concrète que les auditeurs peuvent mettre en place dès aujourd'hui? 2 choses. 2 petits exercices très faciles. Premier exercice, se fixer un objectif. D'accord? La veille pour le lendemain. Normalement, on va pas détailler parce que je veux pas vous faire des choses trop dures, parce que quand on demande à quelqu'un de faire un truc trop dur, il le fait pas. Et c'est ça d'ailleurs un des problèmes dans le système d'éducation traditionnel. Les profs, ils venaient dans les hémicycles à la fac, ils te bombardaient de théories, ces trucs trop durs, et au final ça te démotivait et tu fais rien au final. Donc, vaut mieux faire un peu simple que beaucoup complexe et au final tu fais rien. Donc 2 exercices très faciles. Le premier, fixe-toi des objectifs la veille pour le lendemain. Comment? Tu vas prendre un papier, tu vas prendre un carnet, c'est pas un agenda, hein, c'est un carnet séparé de ton agenda. Chaque page de ton carnet, tu vas noter la date et tu vas écrire la veille avant de dormir, par exemple, tu te prends 10 minutes et tu écris tout ce que tu dois faire depuis le lever jusqu'au coucher. Lever, par exemple, allez, on va pas être trop ambitieux, on va dire 6h30 du matin, 6h30 du matin, coucher 22h30, c'est une heure correcte de coucher, après ça commence à faire tard, ou même avant, c'est encore mieux. Et entre ton lever et ton coucher, tu mets chaque demi-heure ce que tu comptes faire. C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est de conscientiser tout ce que tu vas faire le lendemain. Et tu vas diriger ta journée, tu vas orienter ta journée en fonction d'actions qui vont être utiles à ton succès, qui vont te permettre d'avancer dans la vie et des actions qui vont être à forte valeur ajoutée. Parce que si tu fais un travail conscient de planification la veille pour le lendemain, tu vas pas t'amuser, si t'es censé, tu vas pas t'amuser à noter, là, entre 11h et 13h, je vais prévoir de m'ennuyer et de scroller 2 heures sur les réseaux sociaux sur des comptes qui vont m'apporter aucune valeur. Ou t'es pas assez fou pour dire entre 15 et 17 heures, je prévois de m'ennuyer, je vais appeler des copines pour leur déverser la haine que j'ai sur la collègue là qui travaille juste derrière moi et que je peux pas me blairer et qui arrête pas de parler dans mon dos. Tu vas pas faire ça. Tu vas écrire que des activités consciencieusement qui vont t'aider à avancer dans la vie. Tandis que celui qui fait pas cette planification la veille pour le lendemain, il est tel une feuille au gré du vent. C'est-à-dire, il va se laisser porter par sa journée, il va aller bien sûr les choses obligatoires, c'est-à-dire aller au travail parce que sinon tu vas avoir un avertissement et ton boss il va finir par te virer, tu vas le faire. Mais entre deux, dès que tu auras un peu de temps libre, qu'est-ce que tu vas te tenter de faire comme t'as pas d'objectif? Tu vas tenter de te laisser porter par les divertissements. Et à notre époque, en plus de qualifier notre société de la société de consommation, on peut la qualifier d'un deuxième attribut, la société du divertissement. Donc tu vas te laisser porter par le moindre personne qui va t'appeler pour te parler de la pluie et du beau temps, pour te parler de ses problèmes de couple, etc. Tu vas passer des heures au téléphone. Tu vas être tenté de pas scroller sur les réseaux sociaux qui vont t'apporter aucune plus-value dans ta vie et qui vont en fait te coûter tes rêves. Pourquoi? Parce que sans t'en rendre compte, tu vas perdre des heures de ton précieux temps. Et le remède contre ça, c'est de planifier la veille pour le lendemain pour conscientiser l'importance de chaque minute que Dieu t'accorde de pouvoir vivre. Et dès que tu seras tenté d'un divertissement, parce qu'il y a un collègue qui rentre dans ton bureau, qui te parle de tout et n'importe quoi, du foot, de son problème avec ses problèmes de son épouse, tu vas l'écouter à moitié, tu vas regarder. Excuse-moi, Frédéric, là, j'ai pas le temps. Tout mon respect pour toi et ton épouse avec qui apparemment tu as des problèmes en ce moment, mais là, j'ai pas le temps parce que j'ai des objectifs dans ma vie et ces objectifs, ils nécessitent du temps. Et mon temps, il a une grande valeur pour moi. Donc, je te serai gré de
s'il te plaît, reprendre le même chemin que tu as pris pour venir dans mon bureau. Bien sûr, tu vas pas dire ça comme ça, mais t'as compris l'idée. Mais c'est comme ça quand il y a des gens aussi, surtout, qui vont vouloir t'imposer leur objectif. Toi, t'as des choses à faire dans ta vie. C'est planifié. C'est conscientisé. Donc tu vas dire non, stop, j'arrête. J'ai pas le temps aujourd'hui. Si tu veux, je prends même de mon temps personnel ce week-end, du temps que j'ai planifié de prendre pour ma famille, mes amis, pour les aider soit je sais pas moi, à faire une tâche, à déménager, ou pour les aider à résoudre leurs problèmes de couple, ou à les conseiller, etc. Mais là, non, j'ai planifié la veille consciencieusement pour le lendemain que je devais bosser sur mon projet pendant ces 2 heures qui sont là. Si tu fais pas ça, tu vas être tenté à la moindre distraction. Et ô combien il y en a à notre époque des distractions dans tous les sens, les réseaux sociaux, la télé, les discussions inutiles, etc. Donc, commencer à planifier, ça demande 10 minutes par jour et ça va te faire gagner 2 heures de ton temps. Parce que il y a d'autres sagesses dans le fait de planifier la veille pour le lendemain, c'est conscientiser l'aspect précieux de notre temps, éviter d'être tenté d'aller dans les distractions inutiles. Et il y a aussi que tu laisses à ton cerveau toute la nuit, parce que pendant que tu dors, ton cerveau, il y a une partie de ton cerveau qui est éveillée, qu'on appelle le subconscient, d'accord, et qui commence, elle, à réfléchir à des stratégies pour faire en sorte que ce que tu as prévu de faire le lendemain, tu puisses le réaliser. Et donc ça, c'est le premier exercice. Et le deuxième exercice, c'est de noter les 3 excuses qui aujourd'hui vous ont empêché de lancer votre business. Si vous faites partie des gens qui ont envie de lancer un business, quelles sont les 3 excuses qui vous ont empêché de lancer votre business? Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ces 3 excuses, elles sont facilement démontables et que vous pouvez, grâce au protocole en 4 étapes que j'ai utilisé tout à l'heure pour vous apprendre à déconstruire vos croyances limitantes, vous pouvez aussi, grâce à ce protocole, déconstruire ces excuses, les rayer de votre vie et commencer à passer à l'action dès demain. Voilà. Je te remercie, Tseman. Merci à toi. Et on se donne rendez-vous pour un prochain podcast. J'étais ravi qu'on parle de ce thème ensemble aujourd'hui, très important à la réussite des personnes qui nous écoutent.